toujours dans cet esprit de réfléchir à l'échelle des transitions au cours de cette journée. Une deuxième table ronde qui est consacrée donc à la transition dans une France qui est donc à plus 4 degrés Celsius. Peut-être que tous ceux qui participent à cette nouvelle table ronde peuvent venir s'installer autour de moi. J'en profite avant de présenter tous ceux qui vont venir s'installer. J'en profite évidemment à tous ceux qui nous suivent en ligne, qui peuvent poser des questions et auxquelles bien sûr nous ferons attention et elles seront posées aux intervenants dans quelques instants. Pas du tout. Pas encore. Alors, deuxième table ronde, atterrir les territoires et le vivant dans une France à plus 4 degrés. On dit souvent que la transition écologique repose sur 3 objectifs. Le premier étant l'atténuation des émissions de carbone. C'est un sujet qui est assez technique, qui dépend de la production de voitures électriques, de la baisse de la consommation du pétrole dans le monde. Bref, cette atténuation des émissions de carbone, elle dépend moins des individus que des grands systèmes macroéconomiques. Le deuxième pilier de cette transition écologique, on dit aussi souvent que c'est la préservation de la biodiversité. Et cette préservation de la biodiversité, si on sait qu'il y a beaucoup de mesures qui sont prises pour préserver la biodiversité, il reste quand même très difficile à limiter l'augmentation des températures. Et on sait aussi malheureusement que certaines espèces vont traverser une phase d'extinction. Et puis, le troisième pilier de cette transition écologique, c'est l'adaptation au changement climatique. Et bref, en gros, notre manière de nous organiser pour supporter cette révolution. Et là, pour cette adaptation au changement climatique, toutes les cartes sont entre les mains des territoires et d'une certaine manière entre les mains de ceux qui décident de l'aménagement du territoire. Voilà ce que je voulais dire pour ouvrir donc cette deuxième table ronde. Pour en débattre, donc, nous sommes en compagnie aujourd'hui d'Elisabeth Jacques. Bonjour. Vous êtes présidente de la communauté de communes de la vallée de Lubaye-Serponçon, c'est dans les Hautes-Alpes. Nous sommes aussi avec Fanny Lacroix. Bonjour. Vous êtes maire de Châtel-en-Trièves, vous êtes aussi, c'est dans l'Isère, territoire de montagne, vous êtes aussi vice-présidente de l'AMRF, l'Association des maires ruraux de France. À votre gauche, il se trouve Philippe Mazin. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature au ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Et puis, deux hommes à ma gauche, Alexandre Monin, bonjour. Vous êtes philosophe, vous enseignez à l'ESC Clermont Business School et vous enseignez la redirection écologique, une discipline que vous avez co-créée et vous allez nous parler du renoncement. Et puis Marc-André Sellos, bonjour. Vous êtes biologiste et vous travaillez au Muséum national d'histoire naturelle. Valérie Morel, vous venez d'arriver, j'en profite pour vous présenter. Bonjour, vous êtes géographe, vous êtes prof à l'université d'Artois et vous êtes, disons, assez spécialiste, même très spécialiste des questions de littoraux et des outre-mer. Et puis nous donnerons la parole tout à l'heure à une jeune chercheuse, Rose Oumobono, architecte doctorante, qui nous parlera de la dépollution des sols. On peut commencer peut-être avec vous, Marc-André Sellos. Une France à plus 4 degrés, à quoi ça ressemble? Est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'impact du changement climatique dans les territoires aujourd'hui et demain avec une France à plus 4 degrés? Alors c'est difficile à savoir parce qu'un des paramètres, c'est que ça joue aussi sur la distribution des précipitations. Et ça, on a plus de mal à le prédire. Mais moi, je voudrais répondre d'une autre façon à cette question. Il était une fois une vaste étendue verdoyante, giboyeuse, des antilopes, des rhinocéros, les hommes qui proliféraient là parce qu'il y avait plein de choses à manger, du végétal à l'animal, les ont peints, les ont gravés
sur des rochers, il y avait des marais, et il y avait une biodiversité végétale et animale absolument extraordinaire. C'était il y a 12 000 ans, ça s'appelle le Sahara. C'était il y a 6 degrés. Donc 4 degrés, on est aux 2/3 du chemin qui mène au Sahara, en Europe. Ça, il faut le dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardons ce que sont devenues les espèces qu'il y avait dans ce Sahara. Il y en a qui ont réussi à remonter vers le nord. Ah, pas de chance, la Méditerranée. Parce que là, il n'y a pas moyen de passer au terrain ailleurs. Donc il y en a qui se sont éteintes localement, et tout ce qu'elles faisaient, comme nourrir l'homme, par exemple. Il y en a d'autres qui ont réussi effectivement à partir et qui ont migré. Et ça, c'est vraiment ce qu'on observe aujourd'hui. On voit aujourd'hui cette migration, on la voit. On voit par exemple que les papillons, en 20 ans, ils sont montés d'une centaine de kilomètres vers le nord. On a aussi sur les oiseaux une remontée d'une trentaine de kilomètres vers le nord des espèces. Alors les ornithologues sont ravis parce qu'ils voient des espèces qui n'ont pas l'habitude de voir chez eux. Bon. Les espèces animales remontent de 30 à 100 mètres par décennie en montagne. Les espèces végétales sont un peu plus lentes, c'est plutôt 10 mètres. Alors après, quand elles arrivent au sommet de la montagne, là, c'est pareil. Hein. Si la montagne n'est pas assez haute pour qu'on continue à monter, c'est terminé. Et les montagnes, vous le savez sans doute, sont quand même un endroit avec de forts endémismes et des espèces qu'on ne trouve que là, voire même que dans une montagne, n'est-ce pas? Alors, c'est ça l'histoire, c'est qu'on a le choix entre l'extinction, et aujourd'hui cette extinction, elle est 500 fois plus rapide qu'avant que nous intervenions dans l'environnement, notamment à cause du changement climatique, mais pas que. Et derrière ça, qu'est-ce qui se passe? Il y a des espèces qui disparaissent. Alors, les gens entendent ça comme une espèce de petite musique en disant « Ah, c'est dommage, parce que là-dedans, il y a des jolis papillons. » Mais en fait, non, on s'en fout. La biodiversité, la diversité de nos territoires, ce n'est pas beau ou laid ou moralement important, c'est juste ce qui fait nos territoires et leur capacité à soutenir les activités que nous y développons. Aujourd'hui, la forêt française, eh bien, il y a 80 ans, en 10 ans, on a vu augmenter la mortalité des arbres de 80%. Ça veut dire qu'on produit moins de bois, ça veut dire qu'on produit moins de services récréatifs, ça veut dire qu'on produit moins de champignons pour les gens qui cueillent des champignons, ça veut dire que ces forêts, elles sont moins à même de provoquer des pluies, car les forêts provoquent des pluies par les molécules qu'émettent les arbres. C'est assez intelligent de leur part, parce que si vous voulez, c'est comme ça qu'ils arrivent à pousser. Ça fait moins de pluie, oui, ça participe, vous m'entendez bien, à ce qu'il y ait moins de pluie en été. Donc voilà pour nos forêts, et le bilan, c'est qu'elles grandissent 25% moins qu'il y a 10 ans, et donc elles stockent moins de carbone. Et vous avez dû entendre dans la presse que, en fait, demain, ce dépérissement des forêts, le fait que les espèces forestières ne soient plus adaptées, eh bien, ça fait qu'on s'attend à ce que nos forêts ne puissent plus opérer le rôle de stockage de carbone qu'on avait prévu pour elles. Bon, je prends un deuxième exemple. Vous voyez que derrière ça, il y a des fonctions écologiques, et je suis en train, en fait, de vous parler de biodiversité fonctionnelle, c'est-à-dire toutes ces espèces, elles sont là, elles font des choses dans le milieu, et nous, ça nous intéresse. Stocker du carbone, par exemple. Deuxième exemple, en Bourgogne, on produit du cassis. Eh bien, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, quand on met plus de fongicides, évidemment, les cassissiers, ils sont beaucoup plus malades, d'accord? Mais ils produisent 20% de plus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce qui est limitant, ce n'est pas l'état sanitaire des cassissiers, c'est la pollinisation. Et pour faire un cassis, il faut qu'une fleur soit pollinisée. En fait, les portes de l'enfer sont entrouvertes. Et on commence à peine à sentir le souffle chaud des flammes de l'enfer. Quand je dis qu'on commence à peine, c'est que quand on vous dit que 80% des insectes ont disparu en 30 ans, que 30% des oiseaux ont disparu en 15 ans, ce n'est pas encore les espèces qui ont disparu. C'est juste les effectifs qui chutent. La chute des effectifs étant le prélude à l'extinction. Donc c'est très mal parti. Mais le point positif sur la biodiversité, c'est que si on bouge, on peut revenir en arrière. Néanmoins, si on ne bouge pas, et notamment à 4 degrés, des pans entiers de ce que sont nos paysages et nos activités économiques ne seront plus soutenables. Exemple, avec 150 mm d'eau par an depuis 2 ans autour de Carcassonne, la vigne meurt.
Merci Marc-André Sellos pour cette présentation légèrement dystopique. On va maintenant essayer de se poser la question de comment peut-on agir et préparer les territoires. Mais vous reviendrez, vous donnerez des clés, j'espère. Donc aujourd'hui, comment les politiques publiques s'organisent-elles dans les territoires? À quelle échelle ça se joue? Est-ce que c'est à celle de la commune, ou est-ce que c'est à l'échelle nationale, ou est-ce que c'est à l'échelle européenne? Je propose qu'on commence à donner la parole aux celles qui sont sur le terrain. Peut-être on peut commencer par vous, Elisabeth Jacques, puis ensuite Fanny Lacroix. D'abord, bonjour à tous et merci beaucoup pour cette invitation. Et pour les femmes qui sont dans l'assistance, voilà, de Madame Maire, hein, et j'en suis assez fière d'être auprès d'une collègue à moi, et il faut quand même le signaler. Ceci étant dit, on se pose la question de savoir qui va agir, à quelle échelle. En fait, je voudrais peut-être qu'on prenne un peu de distance sur le rôle d'élu. On l'a entendu sur la précédente table ronde. Un rôle d'élu qui a perdu de son sens, selon moi, au profit d'autres lieux de lobbying. Alors lobbying au sens tout à fait noble du terme. Hein. Enfin, je veux dire, on fait tous un peu de lobbying. On a un point de vue et qu'on veut le faire passer. On fait du lobbying, donc il n'y a pas de côté négatif dans mon propos. Mais je suis élue et j'ai donc reçu la voix des personnes qui sont allées mettre un bulletin dans l'urne pour porter les enjeux de leur territoire, et je ne prends pas ça à la légère. Alors c'est pas du tout donneur de leçons, mais c'est le poids de la responsabilité qui est la mienne, et à ce titre-là, je dois prendre les bonnes décisions. Et auprès de moi, j'ai une multitude de personnes, que ce soit des scientifiques, des associations qui me portent la nuance, les informations, et qui vont venir apporter à mon intime conviction des éléments factuels qui vont me permettre de faire des arbitrages. Et un arbitrage, c'est un choix c'est un renoncement. Donc c'est juste pour reposer le débat déjà sur le rôle d'un élu au sein de ces choix majeurs, et pour dire que nous n'avons pas du tout l'intention, quand on est élu, d'abandonner la prise en main de ces éléments-là. Et je le dis de manière extrêmement sereine, puisque je suis donc élue d'un territoire de montagne, de haute montagne, situé dans les Alpes du Sud, dont la principale économie aujourd'hui est celle de la neige. Donc activité touristique de montagne. Et j'ai déjà fait une première modification. Il y a peu de temps, j'aurais dit, j'ai des stations de ski. Et vous m'avez entendu dire, j'ai une économie touristique autour de la montagne. Et vous avez vu que j'ai déjà entamé une transition sur la proposition qui doit être la mienne sur mon territoire, parce qu'aujourd'hui, le tout-ski, c'est fini, ce qui ne veut pas dire que le ski est fini, mais le tout-ski est fini, et sur les prises de décision, longtemps, mon territoire a dépensé des millions d'euros sur du tout-ski. Nous ne sommes pas les producteurs du réchauffement climatique, j'en profite de le dire, nous sommes les victimes du réchauffement climatique, et à ce titre-là, nous devons adopter une transition. Donc, quelle est l'échelle quand vous avez une maire présidente de communauté de communes dont l'une des compétences de sa communauté de communes est le tourisme et les stations de ski, puisque j'ai le bonheur d'avoir au sein de mon territoire 3 stations de ski alpin et 2 stations de ski nordique, ben c'est moi. Évidemment que c'est moi. C'est moi qui dois remonter le projet de territoire. C'est moi qui dois le constituer sous cette responsabilité. C'est que je dois constituer les équipes qui sont capables de répondre à l'enjeu. Donc évidemment, je vais prôner pour une descente au plus près du territoire pour prendre les décisions, forcément. Puisque j'ai été élue pour ça. C'est ma mission. C'est ce que j'ai souhaité faire. Fanny Lacroix, votre point de vue aussi en tant qu'élu de l'Isère, territoire de montagne aussi, mais peut-être avez-vous un autre point de vue. J'imagine que sur la question du ski, vous rejoignez celle de votre voisine. Oui, sur la question du ski, je me raccroche à ce qui a été dit. Je suis aussi vice-présidente de mon intercommunalité du Trièves, où il y a effectivement une station de moyenne montagne, Grèce-en-Vercors, qui connaît des moments difficiles, et donc on essaye de trouver un horizon d'espérance, parce que je crois qu'aujourd'hui tout le monde est d'accord sur le fait qu'on ne pourra plus vivre sur ces territoires-là comme on l'a fait avant, mais on remarque quand même, quand on est élu local,
qu'il y a des points, c'est difficile sociologiquement à faire passer d'un modèle du ski à autre chose, et donc je pense qu'il faut trouver les capacités à construire un horizon un peu sympathique. Donc on essaye de trouver des projets, de pouvoir faire le pas de côté, et se permettre aussi de trouver les bons porteurs de projets pour construire un horizon qui puisse permettre de construire quelque chose dans l'avenir. Mais c'est pas si évident que ça. Je ne vais pas du coup tellement revenir sur le sujet des stations, mais plutôt déjà saluer le fait qu'on ait parlé de la forêt. Parce que je suis aussi une commune forestière et je vois ce dépérissement, et c'est assez peu souvent en fait qu'on parle des impacts sur la forêt alors qu'ils sont majeurs et qui nous inquiètent beaucoup, nous les maires ruraux. Et j'en viendrai ensuite à ma casquette de l'Association des maires ruraux de France, où j'ai la vice-présidence en charge de la transition écologique. Les maires ruraux ont pris conscience qu'ils jouaient une partie importante de la solution qui doit être trouvée sur cette question-là. Et l'année dernière, en fait, ils ont fait un travail assez important. Ils se sont inspirés de la Convention citoyenne pour le climat et on a fait le grand atelier. Le grand atelier des maires ruraux pour la transition écologique, c'est quoi? C'est 100 maires un peu partout en France qui se sont rassemblés pour travailler autour de ces enjeux. Et qu'est-ce qui sort de ces 4 week-ends de travail? Eh bien, il y a un message avec un rapport que vous pouvez trouver sur le site de l'AMRF, dont le titre c'est « La commune », et notamment la commune rurale, espace politique de la transition écologique. Et pourquoi j'insiste sur ce terme, c'est que ça peut paraître parfois un peu pas trop dans l'air du temps, puisque du coup j'ai même écouté l'introduction des échanges où on disait est-ce que l'échelle c'est la commune, et on dit bah non, l'échelle c'est Merci de revenir à la question de départ. Du coup je suis obligée de réagir sur ces termes, parce que c'est vrai que quand on parle de commune, souvent on se dit qu'il n'y a pas possibilité pour les maires de construire par eux-mêmes, et avec indépendance les bons périmètres d'intervention. Mais évidemment, quand on est une commune rurale et quand on est une commune de montagne, c'est depuis toujours qu'on travaille avec ses voisins, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais donc ça ne veut pas dire que pour autant l'échelle communale aujourd'hui n'est pas porteuse de sens. Pourquoi je dis ça? C'est parce que moi je ne suis pas originaire du milieu rural, je viens de la ville. J'ai grandi à Annemasse, après je suis allée faire mes études à Lyon, à Paris. Je suis arrivée dans mon village par les hasards de mon parcours de vie, où j'ai accompagné mon conjoint qui voulait reprendre la ferme de ses parents. Et en fait j'ai découvert la richesse d'une organisation à taille village, où chacun a sa place, où chacun est reconnu, où chacun peut, quelque part, pouvoir avoir une place pour inscrire sa capacité d'agir. Et ça, franchement, moi, ça a changé ma vie. Et je crois aujourd'hui que les 35 000 communes de France, si on voit un petit peu les choses différemment, peuvent offrir les capacités d'une mise en action et d'une mise en capacité d'engagement de toute la population. Et donc si on arrive à avoir ce spectre-là de dire que c'est bien un changement culturel que nous devons porter, alors le village, la commune rurale n'est pas une erreur organisationnelle, elle est justement peut-être le terrain propice à justement se mettre dans cet exercice de citoyenneté active, et peut-être qu'on réfléchira demain à comment est-ce qu'on fait village en ville. Philippe Mazin, j'imagine que vous avez un point de vue différent compte tenu du fait que vous avez une vision plus globale, mais pourquoi pas? Non, on n'est pas forcément en contradiction. Moi, la question que vous posez, je me la suis posée évidemment. J'ai pris mes fonctions il y a un peu moins d'1 an à la DGLN. La DGLN, il y a 2 directions. La direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, et la direction de l'eau et de la biodiversité. La première question que je me suis posée, c'est est-ce que c'est pas l'alliance de la carpe et du lapin, et quel est le fil rouge entre les deux? Les 2 fils rouges en fait qui apparaissent assez clairement dès le départ sur la DGLN, c'est premièrement la transition écologique avec l'urgence climatique, avec une forme d'impératif qu'il faut faire, et le deuxième fil rouge de cette direction générale, c'est l'aménagement du territoire. J'adhère complètement à ce que disait Jean-Marc Koffner en propos introductif, évidemment. C'est pas l'aménagement du territoire de la datar de l'après-guerre, c'est un aménagement du territoire où l'État, où il faut un tir de l'État, où il faut un cap, et le plan national d'adaptation au changement climatique, évidemment, il est nécessaire, il faut que l'État donne un cap. Une fois qu'on a dit ça, l'État n'est pas là forcément n'est pas là du tout même, pour imposer ou pour décliner une espèce de jardin à la française dans toutes les parties du territoire national. De plus en plus, ce qui est en train d'apparaître, premièrement, c'est un État. On peut en discuter, les choses ne sont pas forcément parfaites, mais c'est un État accompagnateur. Pardon de reprendre un exemple personnel, mais il se trouve que quand il y a eu le premier confinement du Covid, j'étais secrétaire général pour les affaires régionales dans une préfecture de région. Ce dont je me suis aperçu le jour où il y a eu le premier confinement, c'est qu'en réalité, les services de l'État
n'avaient plus de contact avec les milieux socio-économiques, ou en tout cas beaucoup moins. Les services de l'État s'étaient tournés vers le régalien. Et il n'y avait plus vraiment ce contact de collaboration, d'accompagnement vis-à-vis des services de l'État. En 2020, il y a véritablement eu, dans les services déconcentrés de l'État, je le crois sincèrement, pour y avoir assisté sur le terrain, il y a véritablement eu une prise de conscience par les services, notamment les services déconcentrés de l'État, qu'il fallait renforcer ce rôle d'accompagnement. Aujourd'hui, ça continue, encore une fois, il faut peut-être l'approfondir, mais quand on a les contrats de résilience et de transition écologique qui ont été diversement mis en place sur le terrain, mais aujourd'hui, ça va devenir un lieu de maturation des projets, d'accompagnement des collectivités. C'est le premier élément. Et puis le deuxième élément aussi, quand je vous disais que ce n'est pas un État qui impose tout depuis Paris, et pour le coup, je suis bien placé pour bien connaître ce fonds, puisque je suis responsable de ce programme, c'est le Fonds vert. Le Fonds vert, aujourd'hui, c'est 2 milliards d'euros, dont la totalité des crédits sont déconcentrés. Le principe du Fonds vert, c'est que c'est déconcentré, c'est que les crédits à l'intérieur sont totalement fongibles, et que ça s'appuie sur des projets. Et on le disait lors de la première table ronde, quelqu'un le disait au cours de la première table ronde, ce fonds vert, il n'est pas là pour imposer quoi que ce soit, il est là pour accompagner des projets portés par les collectivités. Je vous disais 2 milliards, on a un montant indicatif sur ces 2 milliards de 250 millions pour la transition écologique. Je dis bien des montants indicatifs parce qu'encore une fois, c'est fongible. On parlait tout à l'heure aussi, je voulais réagir, sur parfois un fonctionnement en silo entre toutes les politiques publiques. C'est tout le contraire, le Fonds vert. C'est le principe de la transversalité et du choix qui est laissé à l'échelon déconcentré de la politique publique prioritaire. Alors évidemment, ce n'est pas de la décentralisation, c'est de la déconcentration, le Fonds vert. Et là aussi, je crois qu'il y a eu un changement, j'en parlais tout à l'heure au moment du Covid. Quand on parle de déconcentration, ça ne veut pas dire que l'État continue à faire en déconcentré tout seul dans son coin ce qu'on lui prête de faire à l'échelon central. Aujourd'hui, un préfet, qu'il soit des préfets de département ou préfets de région, c'est un assembleur de politique publique et précisément, il est là pour défendre un territoire. Il le fait de manière, je crois, très sincère partout sur le territoire national. Et puis, dernier élément peut-être, sur l'échelle. Je n'ai pas de réponse toute faite sur l'échelon pertinent de telle ou telle politique publique, parce que je pense que ça dépend de la politique publique. On reviendra forcément au cours de la discussion sur la sobriété foncière, le ZAN, la déclinaison du ZAN à l'échelon national, dans les SRADET, dans les SCOT, dans les PLU, etc. On y reviendra avec cette question de poupe-gigogne finalement qui arrive. Mais derrière ça, et l'enjeu, et je conclue là-dessus, l'enjeu, c'est d'inciter les collectivités à penser leur territoire. Le ZAN, il est là aussi pour inciter les collectivités à penser les territoires. Quand l'Office français de la biodiversité propose des ABC de la biodiversité, c'est fait aussi pour penser le territoire. Voilà, je ne serai pas plus long. Merci Philippe Mazinck. Mais penser les territoires, c'est aussi penser donc à l'adaptation. Et si on revient à la question que je posais tout à l'heure, de savoir comment on peut agir et préparer, est-ce que finalement les maires qui ont la main sur le PLU et qui maîtrisent le droit à construire, est-ce que c'est eux qui ont la main aussi sur les questions énergétiques? Est-ce que c'est eux qui ont finalement la clé de cette transition? Est-ce que c'est à cet échelon-là? Allez, Elisabeth Jacques. Bon, ça tombe bien que je prenne la parole directement après. Alors, je comprends le vœu, mais en fait, vous ne vivez pas dans ma vie. Parce que la réalité des choses, quand on est maire, avec les liens que l'on a avec l'État, ce n'est pas ce vœu pieux que vous énoncez. Au concret, dans la vie d'un maire, aux relations qu'il y a, alors je suis bien consciente que vous ayez dit au préfet, on l'entend souvent, il y a la règle, mais vous avez la possibilité de déroger, mais c'est un combat épuisant. Il faut juste que vous en preniez connaissance. Quand vous êtes maire de ruralité, à l'heure actuelle, nous n'avons pas la main. Nous n'avons pas la main sur le PLU. Le PLU, c'est l'État qui le décide sur ma commune. C'est pas vrai que je décide le PLU. C'est pas vrai que je pousse sur des zones constructibles. C'est pas vrai que j'aménage. J'ai le SCOT, la loi montagne, la loi sur le littoral. Moi, tout s'applique. Le ZAN, j'ai un amoncellement de contraintes. J'ai un amoncellement d'interdictions. Le choix de faire un projet dépend trop dans vos services déconcentrés de la nature même d'un seul être humain. Ce qui fait la différence lorsqu'on est en mode projet et qu'on avance,
c'est la qualité intrinsèque du préfet, lui et lui-même. Comment il est, lui, l'être humain qu'on a en face de nous. Moi, j'ai énormément de chance. Je le cite, Marc Chapuis, préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Parfait. Mais je suis désolée de vous le dire. Pour moi, Marc Chapuis fait partie de l'excellence. En mode projet, issu de la NCT, il a envie de faire bouger les territoires, il ne fait que déroger. Je dois le faire intervenir au sein des réunions au quotidien pour qu'il me débloque des projets parce que les textes contraignent. Les services interprètent des textes avec contrainte. Je change une buse, j'ai une inondation, je change une buse pour une buse. 6 mois d'instruction, loi sur l'eau. La vérité, elle est là. La vérité, c'est que si les territoires ruraux ne bougent pas aussi, c'est parce qu'en face de vous, vous avez des maires ruraux. Vous n'avez pas des polytechniciens qui sont censés connaître la loi, la surloi, l'interprétation, l'esprit, les textes d'une multitude de lois. Donc moi, je veux bien que la question soit, est-ce que les maires ont la main sur le PLU? Faux. Faux. Pour la transition. Hein. Absolument faux. Mais déjà, en plus, un maire n'entame pas une modification de PLU, voyons. Le temps que je prenne mes fonctions, que j'analyse mon plan PLU et que le temps que je fasse une modification de PLU, je ne suis plus maire. Il faut 6 ans pour modifier un PLU en France, avant que j'en arrive à changer mon PLU pour faire ma transition. Non, je fais rentrer des ronds dans des carrés. Je veux faire ma transition parce que je veux, parce que je rentre, je déroge. Je demande des... Alors, attendez, la dernière fois, on m'a dit c'est une déclaration de projet en portant compatibilité d'un PLU. Oui, je n'ai pas changé mon PLU. J'ai eu un préfet qui m'a dit je suis prête à y aller avec vous. C'est le préfet qui prendra la décision. Il déroge. Mais parce que j'ai un préfet au top. Alors, pour éviter de faire rentrer les ronds dans les carrés et pour se recentrer sur la question de la transition, Elisabeth Jacques, merci en tout cas pour ce coup de gueule, on pourrait dire. On voit bien qu'il y a des renoncements à faire sur la question des transitions. On voit bien qu'il y a des renoncements à faire. Et Alexandre Monin, c'est à vous à qui je fais appel pour que vous nous expliquiez comment faire pour que ces renoncements soient en phase avec, disons, le désir des élus. Et comment font d'ailleurs les décideurs politiques face à des décisions majeures lorsqu'il faut renoncer à certaines choses. La question des stations de ski a été évoquée, mais évidemment, ça peut être beaucoup plus large que ça. Alexandre Monin. Oui, effectivement, il y a un double horizon, je dirais, par rapport à cette question du renoncement qui commence à s'imposer. C'est renoncer à des éléments auxquels, de toute façon, on ne pourra pas ne pas renoncer. Si, effectivement, il n'y a plus du tout c'est pas partout le cas, hein, mais si à l'avenir, il n'y a plus du tout de neige, ça va être quand même compliqué à certains endroits. Si le trait de côte recule, ça va être compliqué aussi de maintenir des habitations, etc. Donc, sous l'angle de l'adaptation. Et puis, parfois, renoncer dans une optique plutôt d'atténuation pour éviter de faire des choses qui nuisent finalement au maintien des conditions d'habitabilité sur Terre. Donc cette double dimension qui est importante et ce qui confronte aujourd'hui pas mal de territoires, de collectivités à prendre des mesures qui sont des mesures un peu inédites, à s'engager aussi dans des processus qui sont des processus un petit peu inédits. Alors on peut prendre il y a des exemples qui sont maintenant bien connus. Il y a l'exemple de Métabier qui a anticipé justement la sortie des activités liées à la neige en anticipation, justement en considérant que c'était plus l'avenir. Il y a un exemple aussi dans le sud-est de la France, dans le Var, celui de la communauté de communes du Pays de Fayence qui a été confrontée à une forte sécheresse entre 2021 et 2022, avec un village notamment Seillan qui a été alimenté par camion-citerne. Et donc les 9 maires de la communauté de communes ont décidé, en prenant un plan Marshall, en décrétant un plan Marshall de l'eau le 31 janvier 2023, de surseoir à la délivrance de permis de construire pour une durée de 5 ans. Ça veut dire d'arrêter la construction à l'échelle du territoire pour une durée de 5 ans. C'est une mesure assez inédite, parce qu'il n'y a pas un bouton sur lequel on appuie dans le code de l'urbanisme pour rendre ça possible et se projeter demain dans un urbanisme adapté à l'eau et non pas d'adapter l'eau à l'urbanisme, si je puis dire. Et puis je prends un dernier exemple très rapidement, c'est la communauté urbaine de Caen-la-Mer qui a mis en pause, suite aux données qui ont été
généré par un GIEC local, le développement d'un écoquartier de 1500 habitations, un gros projet, parce que tout simplement on s'est rendu compte que le niveau de la mer allait monter beaucoup plus que ce qu'on imaginait il y a 10 ans. Et là c'est intéressant parce que vous imaginez, vous êtes agent, vous avez votre GIEC local qui vous dit en fait le niveau de la mer ça va pas augmenter de 1,20 m mais 1,80 m. Vous avez travaillé sur un projet pendant 10 ans, vous avez quand même une goutte de sueur qui commence à perler sur votre joue en disant qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'au bout de 10 ans, c'est trop tard, on y va quand même, et puis on affrontera les conséquences parce que juridiquement, on est protégé. D'ailleurs, ils le disent, juridiquement, on était protégé. Ou alors on se dit, non, en fait, là, les conditions ne sont pas réunies, les données ont changé, les perspectives globales ont changé, donc il faut arrêter. Et effectivement, dans ce cas-là, poser la question du renoncement, et donc ça veut dire la poser au plan politique, ça veut dire la poser au plan symbolique, et effectivement, se rendre compte que ce mouvement-là, c'est un mouvement d'ampleur. Ce n'est pas finalement des éléments auxquels les acteurs sont confrontés de manière honteuse. Vous disiez tout à l'heure, c'est pas de notre faute si la neige fond, ici on a moins. Effectivement, on n'est pas responsable du réchauffement climatique. Mais voilà, se rendre compte qu'il y a ce mouvement d'ampleur et puis peut-être se projeter autrement, politiquement, symboliquement, pour que ces renoncements-là ne soient pas vécus comme des échecs, mais au contraire comme des éléments qui sont nécessaires, qui sont peut-être d'ailleurs le fait aujourd'hui de pionniers, qui vont dans tous les cas se multiplier et qui demandent peut-être une autre symbolique, de valoriser autrement l'action des élus que d'être uniquement un aménageur. Puis demain, peut-être qu'on va non pas inaugurer le dernier bâtiment ou autre chose, mais qu'on inaugurera la forêt qu'on a préservée, la zone humide qu'on a préservée, et que ça se passera très bien. Mais comment on valorise le fait de ne rien faire? Parce que c'est ça qui est compliqué pour les... Oui, tout à fait. Ça veut dire développer une autre culture, ça veut dire aussi une autre ingénierie, ça veut dire également derrière sans doute d'autres modèles de financement, parce que si on gagne à faire et qu'on perd à ne pas faire, mais évidemment l'incitation ne va pas forcément dans le bon sens partout, donc ça veut dire qu'il faut que derrière les modèles économiques suivent. Et puis effectivement, je pense cette dimension du symbolique, maintenir des conditions d'habitabilité, c'est quand même peut-être le plus important pour le territoire. Il y a cet aspect-là. Et puis un autre aspect qui pour moi est très important au niveau sociologique, parce que ça a été dit tout à l'heure dans la précédente table ronde, c'est de prendre en compte ce que nous on appelle à la suite d'autres évidemment, mais la question des attachements. Qui est attaché à quoi? Ça peut être aussi bien à du symbolique, ça peut être aussi bien à des emplois, à des activités, à tout un ensemble de choses, et prendre en compte finalement dans ces décisions qui vont se prendre, qui vont s'imposer, qui va en subir d'abord les conséquences, qui est le plus vulnérable face à ces perspectives, pour justement prioriser une action pour ces publics-là. Et si on prend l'exemple par exemple de Caen que vous donniez il y a quelques instants, avec ces gens qui finalement devaient habiter dans un écoquartier, eux aussi doivent renoncer à devoir habiter là où ils devaient habiter, et donc que s'est-il passé que... Alors c'est en cours, parce que pour le moment c'est mis en pause, sachant que le projet lui-même est mis en pause, mais pas forcément entièrement l'aménagement de la zone. Donc effectivement il y a une réflexion pour ça. Vous avez tout à fait raison. Il faut aussi factoriser ce que ça induit finalement, ces mesures d'adaptation, ce qu'induisent eux-mêmes ces renoncements, pour qu'ils ne participent pas finalement à aggraver la situation, mais qui permettent au contraire de l'améliorer. Inaugurer les forêts ou les zones humides, ça paraît un peu étrange aujourd'hui, comme quelque chose de symbolique. Est-ce que ça résonne pour vous, Fanny Lacroix ? Ça résonne complètement sur tout ce travail mené par l'AMRF sur les biens communs naturels. Où, nous, c'est vrai qu'on dit aussi que c'est notre sujet, la transition écologique, parce que sur les territoires ruraux qui représentent 88% de l'espace, il y a les biens communs naturels. Et nous, on a beaucoup réfléchi, c'était un tiers des travaux du grand atelier, c'était sur les biens communs naturels et les aménités rurales, et donc on a voulu prendre du temps pour essayer de comprendre pourquoi c'était tellement peu pensé en fait ces choses-là. Et en fait, nous, ce qui nous va pas très bien, c'est que tout est pensé en fonction de la densité de la population. C'est-à-dire vous avez une dotation globale de fonctionnement qui en fait en fonction du nombre d'habitants que vous gérez, tout est en fait décliné comme ça, y compris sur les indemnités des élus locaux. Enfin, on a un référentiel qui est vraiment posé en termes d'action publique sur la densité de population. Quid des espaces? Les maires ruraux, les communes rurales ne représentent pas qu'une faible densité de population. C'est ce qu'on n'arrête pas de dire. C'est-à-dire que nous représentons aussi des forêts, nous représentons des rivières, nous représentons des alpages, des montagnes. Et il faut qu'on ait aussi les conditions de mettre tout ça en harmonie.
Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément ni les moyens financiers, absolument pas les moyens d'ingénierie, ni les moyens en temps. Si on parle du statut de l'élu, on n'est pas reconnu comme gérant une complexité de sujets et pas les biens communs naturels. Donc moi je suis contente, j'aimerais bien qu'on passe du temps, qu'on inaugure des forêts, qu'on pense à nos espaces qui sont absolument nécessaires. Et d'ailleurs Dominique Faure l'a dit, les aménités rurales, c'est des services rendus pour tous, par tous, pour tous. Voilà, et je suis aussi heureuse d'entendre ce mot de renoncement. Moi, je le verrais comme aussi une possibilité en tant qu'élu local de regagner en liberté. Et ça, c'est enthousiasmant. C'est-à-dire que moi, quand j'ai pris ma fonction de maire, peut-être parce que j'étais fonctionnaire territorial avant, et donc je me suis fait un point d'honneur à ne pas faire la même chose que ce que je faisais quand j'étais secrétaire de mairie. Mais en fait, j'ai pris la liberté de m'asseoir sur les obligations de gestion. Et aujourd'hui, je ne fais pas de la gestion. Et quand je regarde comment fonctionne majeure partie des maires aujourd'hui en France, ce sont des gestionnaires. Souvent des gestionnaires submergés qui n'ont pas de vision politique. Or, qu'est-ce qu'on attend d'un élu local aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on attend d'un élu pour mener ces grandes transitions? C'est peut-être d'avoir plutôt un regard sur l'avenir. Comment est-ce que je construis un horizon pour mon territoire, pour ma population? Et comment est-ce que je construis au local les capacités à ce que chacun puisse être acteur de ce truc-là sur ma commune? Voilà, donc ça veut dire peut-être renoncer, regagner en liberté, mais ça veut dire aussi se positionner dans une posture de créer les conditions d'engagement de tout un chacun. Et c'est pour ça quand vous disiez mais comment est-ce qu'on va rien faire? Mais on a tout à faire. C'est-à-dire qu'on change simplement de fonction. Je ne vais pas faire de la voirie et de l'éclairage public. En fait, je vais cultiver ma commune comme un jardin. Et dans mon jardin, je vais faire en sorte que chacun puisse déjà reconnaître qu'il a de l'importance, qu'il n'est pas invisible, et puisse contribuer à l'œuvre collective. Alors on voit bien que cette question de renoncement, elle est centrale. Alors, peut-être Marc-André Sellos, vous voulez dire un mot? Il faudra, Valérie Morel, vous connaissez bien la question des littoraux et de l'outre-mer. Ce sont des endroits, en tout cas les outre-mer, on a peut-être un autre rapport à la nature. Donc la question du renoncement, peut-être vous pourrez nous en dire un mot. Et puis Philippe Mazinck aussi, de la manière dont, comment inscrire la notion de renoncement dans les politiques publiques. Marc-André Sellos, vous vouliez réagir? Dans les amoncellements et dans les renoncements, il y a effectivement, bon, il y a des choses qui sont liées à l'organisation de nos sociétés et qu'on peut sans doute améliorer, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais il y a aussi la dure loi de la nature qui est assez implacable. Et il vaut mieux renoncer à un moment où on peut encore avoir des alternatives plutôt que de renoncer dans la pénibilité. Le zéro artificialisation nette, par exemple, c'est pas très agréable, mais tous les ans, il disparaît la surface agricole qui nourrit la ville du Havre dans un pays où la production agricole va se casser la gueule. Eh bien, on ne peut plus se permettre ça. Et après, ça ne veut pas dire que c'est facile à mettre en œuvre. Hein. OK ? Bon. Mais moi, j'aimerais dire autre chose. Tout ça, c'est assez négatif. En réalité, il y a aussi des perspectives positives. Il y a des choses qu'on sait faire. Il y a des choses qu'on sait faire et en fait, on n'est pas entendu quand on les raconte pour la même raison qu'on ne peut pas faire les inaugurations de forêts ou de zones humides. Qui va venir? Tout le monde s'en fout. En fait, le problème, c'est que tout le corps social, y compris le citoyen, il n'est pas perméable à ces arguments. Je vais en donner deux exemples. Avec les grands, d'abord. Avec les adultes. La Société botanique de France a produit un bouquin, enfin un mémoire en ligne sur la forêt française que vous pouvez télécharger gratuitement. Le problème, c'est l'adaptation au changement climatique. On sait qu'on peut faire migrer des espèces venues de pas loin. Là où il règne aujourd'hui, le climat qui régnera demain dans nos forêts. Et on les mélange à nos forêts actuelles, et les descendants de tout ça seront adaptés à la fois au sol et au climat. On a des perspectives là-dessus, ça a été modélisé, on a fait des essais, on sait faire ça. Moyennant quoi, quand on regarde les listes d'espèces subventionnées régionalement à la replantation, on voit que les CCRPN ont donné un avis négatif sur toutes les espèces, mais elles sont quand même financées, et on finance des espèces invasives, c'est-à-dire qu'une fois qu'on les a plantées une fois, elles repoussent, elles vous empêchent de planter ce que vous voulez. On finance des espèces qui importent, m'entendez-vous, les incendies d'Australie. On finance de nos impôts la plantation d'eucalyptus, alors qu'il ne faut pas. Il ne faut pas. Sinon, c'est les Landes, partout il y aura des eucalyptus d'ici 2 ans. En fait, les eucalyptus, il y a 2 ans, ils étaient plus inflammables en France qu'ils ne l'étaient en Australie quand il y a eu des incendies. D'accord ? Au cœur de l'été. Après ça, il y a des solutions. Mais quand on propose ces solutions, on n'est pas entendu parce que les gens ne voient à court terme que ce qu'ils savent produire. Ça fait longtemps qu'on dit qu'il faut que les forêts soient irrégulières, qu'il y ait toutes les classes d'âge, qu'il y ait plutôt plusieurs espèces qu'une seule, parce que les maladies se propagent moins vite, parce qu'il y a plus de résilience. Mais ça, c'est pas écouté. Pourquoi c'est pas écouté ? Et j'en viens à mon deuxième point, les jeunes. Comment
voulez-vous que des raisonnements sur le stockage de carbone, qui est une pure abstraction pour 90% de nos citoyens, qui ne savent peut-être même pas ce que c'est que le carbone, comment voulez-vous que l'importance d'une zone humide ou d'une fonctionnalité écologique, elle passe chez des gens qui n'ont aucune, vous m'entendez, aucune formation au vivant au primaire, 1 heure par semaine dans le secondaire, heure par semaine qui devient optionnelle en première et en terminale. Nous fabriquons des gens en pensant que les fondamentaux, c'est lire, écrire et compter. Et certes, c'est important, mais il faut aussi savoir qu'on a un lien au vivant et le comprendre. Tant que dans ce pays, on aura au plus 1 heure de SVT par semaine, eh bien, nous continuerons à mutiler nos enfants. Si j'appuie le trait, l'éducation nationale est la pelle qui sert à pelleter de la terre sur nos espoirs écologiques. Elle est aujourd'hui un enterrement de l'avenir. Et parce qu'elle n'est pas équilibrée en termes de discipline. Et tant que vous n'aurez pas des citoyens qui entendent ce que nous disons, ce que nous voulons, ben on n'y arrivera pas. Or, on fabrique des citoyens qui ne sont pas à même de soutenir ça. C'est bien de mettre des solutions scientifiques ou politiques, qu'elles soient locales ou plus générales, sur la table. Mais qui en veut? Si vous commencez à les justifier au moment où vous les avez mis sur la table, vous avez l'air de vendre votre soupe. Si vous avez planté un décor en amont où on comprend les enjeux, on est préparé à les comprendre, alors vous avez occupé l'arrière-plan et vous pouvez construire le premier plan, ce que nous ne faisons absolument pas. Bref, le cuir trop épais des vieux pour comprendre ce qui se passe, il est acquis dans la jeunesse. Et le problème, c'est que la jeunesse est en train d'acquérir le même cuir. Après, je suis désolé, mais on a des solutions à proposer. On en reparlera peut-être. Sûrement, même volontiers. Valérie Morel, vous n'avez pas encore parlé. Juste, vous connaissez bien les Outre-mer. Est-ce que effectivement le rapport à la nature et la notion de renoncement pourrait être plus aisée ou pas? Plus aisé, je ne le dirais pas, mais certainement perçu d'une manière complètement différente. Tout simplement parce que déjà les Outre-mer sont divers, donc on ne peut pas dire qu'il y a une pensée de l'Outre-mer, mais il y a des pensées de l'Outre-mer. Il ne faut pas oublier qu'on a cette chance d'avoir un Outre-mer très diversifié à toutes les latitudes et qui nous permet d'avoir des natures différentes, des écosystèmes différents, des manières d'habiter les littoraux, notamment parce que c'est une question importante pour nos Outre-mer, complètement différentes. Donc il y a une pensée ou des pensées en fait de la relation de la nature, et déjà dans la majeure partie de nos Outre-mer, on n'est pas à côté de la nature, on fait partie de la nature. Et ça, c'est déjà quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'on n'est pas supérieur aux arbres, aux plantes, on est comme les arbres, on est comme les plantes. Et c'est une symbiose, en fait. On n'est pas extérieur. Il faut regarder déjà dans nos populations autochtones, locales, pour beaucoup d'entre elles, quand on regarde l'histoire de ces Outre-mer, ces populations, elles étaient nomades, elles bougeaient. Et ce côté nomade, il est lié aux ressources, au respect des ressources, à l'accès à la ressource, parce que la mobilité est nécessaire. Elle est nécessaire pour pouvoir respecter, en fait, ce dont on a besoin. Voilà. Donc, c'est vrai que le renoncement peut se poser. Moi, je ne pense pas qu'il se pose forcément en question de renoncement. Il va se poser en question d'adaptation, et que l'adaptation, elle peut être de différentes natures. Et renoncer à quoi? Renoncer à la vue sur mer, par exemple, pour les espaces littoraux. C'est plutôt un intérêt, je dirais, de nos populations métropolitaines, pas forcément de nos populations locales d'outre-mer, où ce sont les intérêts de populations métropolitaines venues s'installer sur certains littoraux de l'outre-mer. Donc on a des visions qui sont complètement différentes. Et surtout, ce que nous apportent les outre-mer, c'est que aujourd'hui, face à cette question en fait du changement climatique, de la nécessité de transition, on observe sur ces territoires des processus ou des dynamiques qui sont accélérés par rapport à chez nous, pour différentes raisons. Et ce sont donc des territoires qui sont des modèles pour anticiper. Je prends tout simplement le cas de la Guyane, où on a un littoral qui évolue très rapidement, avec des reculs importants. Important parce que tout simplement la dynamique littorale de ce littoral s'inscrit dans un espace, une échelle en fait, qui est même au-delà de l'échelle du territoire guyanais, mais qui s'inscrit dès l'embouchure de l'Amazone, qui rejette des bancs de vase, et ces bancs de vase migrent jusqu'au l'estuaire en fait, de l'Orénoque au Venezuela. Pendant ce temps-là, les littoraux amazoniens sont nourris. Parfois, les apports sont importants, parfois, les apports sont moins importants. Et donc, les populations ont une
habitude de voir ce littoral fluctuer énormément, d'autant plus que sur ces bancs, parfois la mangrove va s'installer. Mangrove très importante aussi face à ce changement climatique. Donc la mangrove s'installe, elle est présente quelques années, elle disparaît au rythme en fait de la nature. Et en fait, on s'aperçoit que les populations locales, elles sont habituées à ce rythme de la nature. Il ne faut pas oublier que pour la Guyane, c'est la départementalisation qui a fixé les populations qui étaient nomades et tout simplement pour notre gestion du territoire. Donc c'est notre transfert en fait d'une vision centralisée et selon des approches en fait métropolitaines qu'on l'a transposé sur des territoires qui avaient leur manière de vivre, mais je dirais comme nos territoires ruraux, mais nos territoires littoraux aussi dans les petites communes côtières. Donc c'est ce rapport certainement donc à la nature et ce lien en fait, ne pas être contre, ne pas faire front à la nature, mais faire avec, qu'il est important en fait de prendre. De renoncement à ce stade. Avant le mot renoncement, il y a le mot complexité. Je voudrais rebondir sur ce que disait Marc-André Sellos à propos de la forêt. On a longtemps cru que la forêt serait un puits de carbone et qu'on s'en sortirait grâce à la forêt. On voit aujourd'hui que ça ne sera pas le puits de carbone qu'on espérait. On s'aperçoit d'une part que pour qu'il le reconstitue, en tout cas qu'il contribue à ce puits de carbone, ça veut dire renouveler les essences. Si vous disiez diversité, renouveler les essences, ça veut dire aussi avoir dans l'imaginaire collectif que l'on a la forêt non pas seulement comme un lieu de préservation, de nature, etc., mais d'un lieu d'exploitation. La forêt, par exemple, pour ce qui me concerne, va alimenter la filière aval, notamment le bois construction. C'est tout ça qu'il faut avoir en tête. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut avoir cette approche un peu globalisante. Quand je dis complexité, ma langue a failli fourcher, j'ai failli parler de contradiction. Je parle de complexité tout à l'heure. Première table ronde était sur la réindustrialisation et de l'apparente contradiction qu'il pourrait y avoir avec la biodiversité ou la décarbonation. Il n'y a pas forcément de contradiction. Il y a une complexité, et c'est vrai, je rebondis sur ce que vous disiez, madame, tout à l'heure, il y a une vraie complexité, notamment pour les élus. Comment on arrive à arbitrer des solutions, comment se donner la liberté pour trouver des solutions quand on a d'un côté la réglementation sur Lausanne, on n'en a pas parlé, mais la réglementation, la fameuse réglementation éviter, réduire, compenser, avec la partie compensée, c'est pas la même chose. Il y a souvent une confusion dans les esprits entre Lausanne et la compensation. Comment on fait quand on est soumis à la loi littorale, quand on est soumis à la loi montagne? Oui, il y a une vraie complexité. Et c'est bien pour ça qu'il y a des préfets qui ont cette vision large et qui, dans beaucoup de départements, voire la totalité, sont là pour accompagner les élus. C'est pour ça aussi, et c'est pour ça qu'il faut qu'on aille plus au fond encore là-dessus, c'est pour ça aussi, alors je vais employer le mot qui a été employé tout à l'heure, mais pour le coup c'est pas dans un sens péjoratif, les opérateurs de l'État. C'est bien pour ça que les opérateurs de l'État sont en train de s'organiser. Quand je parle d'opérateurs de l'État, c'est la NCT, c'est le CEREMA, c'est l'ANRU, etc., pour essayer de coordonner toute l'ingénierie qu'on peut avoir sur les territoires. Et ça, je pense qu'il y a un élément à avoir en tête, moi, qui m'a frappé quand je l'ai vu à l'époque. Quand on regarde l'offre d'ingénierie sur les territoires, on parle souvent de l'époque bénie, de l'accompagnement par les ex-DDE des territoires. Alors, les plus anciens d'entre nous, dont moi, se souviennent du terme ATESAT, des choses comme ça. On parle ça comme une époque bénie qui a disparu. En réalité, quand on regarde les chiffres, l'ingénierie sur les territoires, elle était à peu près 12 000 ETP, elle est toujours 12 000 ETP. C'est quoi la différence entre il y a 20 ans et aujourd'hui? En réalité, c'est que cette ingénierie, elle est beaucoup plus éparse. On a encore une fois l'ingénierie des opérateurs, on a l'ingénierie des agences techniques départementales. L'enjeu, il est de coordonner tout ça. C'est ce qu'on essaie de faire. Là encore une fois, c'est pas un vœu pieux où je suis pas en train de dire que tout va bien. Je dis que l'enjeu est de coordonner ça sur des pans d'ingénierie peut-être qui peuvent encore manquer. La ministre parlait tout à l'heure d'ingénierie prospective. Je pense qu'il y a aussi, pardon de le dire comme ça, je le dis d'autant plus volontiers que je ne suis pas ingénieur, mais il y a aussi de l'ingénierie d'ingénieurs qui peut manquer aussi dans les territoires ruraux. L'enjeu est la coordination parce que, de toute façon, objectivement, il y a une complexité des situations et il y a une complexité parce que, comme les situations sont diverses, on a des réglementations qui sont aussi diverses et il faut faire des choix. Alexandre Monin, vous vouliez réagir à ce que vient de dire Philippe Mazinck. Oui, c'est juste sur la question du renoncement. C'est vrai que le mot est fort, il ne faut pas se le cacher.
En même temps, j'ai senti que vous n'étiez pas choqués tous les deux en tant qu'élus et confrontés à ces questions, parce que je pense que justement les gens qui sont sur le terrain dans les collectivités sont confrontés à ces questions et du coup ne sont pas choqués par le mot lui-même. J'en veux pour preuve, la semaine dernière, vous parliez du CEREMA. Il y a eu un événement organisé par le CEREMA auquel j'ai participé sur la question des renoncements en termes d'aménagement, et on a posé la question. Il y avait 150 inscrits, des gens qui travaillent dans les collectivités. La question a été posée: est-ce que vous êtes choqués par le mot renoncement? C'est une question vraiment très ouverte. Alors c'était comme un système à la Amazon, hein. Il y avait 5 étoiles, donc il fallait choisir le nombre d'étoiles pour lequel on votait. Et les gens ont voté, c'était 4 étoiles en disant non, on n'est pas choqués. Et effectivement, je pense que de plus en plus, ces acteurs-là sont confrontés à ces enjeux. Et qu'il y a une question aussi, est-ce qu'il n'y a pas un décrochage avec effectivement la puissance publique qui est peut-être pas prête à entendre que le mot renoncement commence à s'imposer, mais qu'en fait il s'impose très clairement sur le terrain et il commence à être revendiqué. Et en tout cas, même si le mot n'est pas là, l'enjeu c'est pas la querelle sémantique, les questions derrière le mot sont là. Donc il faut de toute façon les traiter. Et en plus, vous le disiez tout à l'heure, choisir c'est renoncer. Et parfois, on est moins confronté à une perspective ou un cadrage où en fait c'est une question de choix qui suppose effectivement un renoncement. Mais quand on est pressé, quand on est en difficulté, j'allais dire, c'est un renoncement qui s'impose d'abord. Et derrière, il y a la question du choix et vers quoi on va. Mais on doit le cadrer aussi différemment et sous cet angle-là. Donc voilà, j'insisterai sur ce point-là. Et un dernier point, parce qu'il a été question de commun aussi précédemment, cultiver au local des capacités, des communs, j'ai entendu en tout cas comme ça. Et c'est vrai que moi je me rends compte aujourd'hui qu'il y a des acteurs, ces acteurs pionniers que je mentionnais tout à l'heure, qui cultivent des savoir-faire pour faire face à des situations inédites. Alors c'est plus facile quand on a encore des compétences et des capacités d'agir, parce que si on ne les a pas, il faut les réacquérir pour faire face à ces situations. Et là on a une vraie difficulté, il faut sortir les rames. C'est plus facile de faire le ZAN si on a la maîtrise du foncier que si on ne l'a pas. Donc ça, les acteurs qui l'ont, c'est sûr que c'est plus facile. Les autres doivent racheter, etc., etc. Ça, bon, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est une vraie question et qui se pose en fait sur bien d'autres enjeux. Mais du coup, on a des acteurs qui développent des capacités inédites, notamment sur un territoire que je connais bien, la communauté de communes Pays de Fayence, sur la question de l'eau, avec une vision de la sobriété en matière d'eau, du devenir du territoire extrêmement élevé. Et puis à côté de ça, on a des acteurs qui arrivent, alors je n'ai pas cité lesquels, et qui vont expliquer, bon, en fait l'eau c'est réutiliser les eaux usées et combattre les fuites. Alors qu'eux ont déjà en local développé des capacités, une stratégie, une réflexion qui va bien au-delà de ça. Comment est-ce qu'on arrive à valoriser et à faire reconnaître aussi au titre d'une ingénierie, et qui peut d'ailleurs être une ingénierie qui vient apprendre à ces acteurs que sont le CEREMA, la NCT, qui ont été mentionnés tout à l'heure, voilà, et la faire circuler, la rendre légitime, la cultiver comme des communs et qui vont servir en fait à bien d'autres collectivités en sortant effectivement d'une logique où jusqu'ici, malgré tout, les collectivités étaient un petit peu en concurrence les unes avec les autres, et là on voit bien qu'elles doivent cultiver des communs partagés. Elisabeth Jacques, vous voulez... Oui, alors, le renoncement n'est pas la norme. Enfin, à mon sens, le renoncement ne doit pas être la norme. On fait preuve quand même d'un peu plus de subtilité. Si j'accumulais en fait toutes les raisons pour lesquelles je pourrais renoncer, je ne ferais pas grand-chose. Donc il faut quand même être proactif, et je pense que la main de l'homme qui intervient sur les territoires n'est pas néfaste et ne crée pas des désordres écologiques. La main de l'homme peut être bénéfique. Le modèlement de nos territoires peuvent être encore tout à fait admis et doivent être admis parce qu'elle nous permet également d'avancer. Donc on fait preuve de subtilité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis en train de créer une remontée mécanique de liaison entre deux domaines skiables qui se retrouvent en altitude, sur lesquels j'ai fait faire des analyses précises du taux d'enneigement avec une variabilité qui est comment les précipitations arrivent aujourd'hui, avec cette difficulté de prédire comment est organisées les précipitations. Je la réalise, je l'ai faite d'un point à un autre, si vous voulez, de deux sommets non skiables. Alors c'est un renoncement, puisque les gens auraient voulu skier dans ce lieu. Bon, et du coup utilisable 4 saisons, et utilisable quel que soit le taux d'enneigement, et il n'y aura pas de retenue collinaire, et il n'y a pas d'enneigement des pistes. Sur ce lieu-là, il y avait une intelligence à renoncer, mais ce n'est pas un renoncement, c'est... En fait, vu que je l'ai introduit dans mon mode de raisonnement, et comme c'est un élément essentiel du mode de raisonnement qu'on peut avoir dans une collectivité et quand on est élu, forcément,
je n'ai pas la sensation de renoncer, c'est simplement que ça fait partie de mes critères. Voilà. Et ça nous permet d'avancer. Les cas sur un autre cas où j'ai du mal à renoncer, on parle de filière aujourd'hui sur la forêt, et je salue parce que j'ai ma présidente des communes forestières qui est venue donc aussi des Alpes de Haute-Provence pour assister au colloque. Donc j'en profite pour la saluer parce que le travail est très important au sein de notre territoire de l'association des communes forestières. Je veux créer une filière. Il faut que je crée une filière, puisque le tout ski c'est fini. Créons la filière, j'ai beaucoup de forêts aussi. Créons une filière, c'est assez nouveau pour nous et on n'a plus de scieries sur le territoire. J'ai un lieu qui s'appelle Technoparquet. C'est une friche. Ça fait 10 ans que c'est vide. C'est un bâtiment qui avant permettait de faire du parquet, comme son nom l'indique. Il est sur un lieu, un cône de déjection du torrent d'Abriès. Et ça fait 3 ans qu'on tourne en rond parce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait? On protège le lieu, on fait une scierie ou je fais pas de scierie? Et donc, c'est une entreprise? Non, c'est la collectivité qui veut investir dans un projet de scierie et qui est prêt à accompagner des porteurs de projets sur la création d'une scierie pour créer une filière. Autour, j'ai aussi une école sur la Maison du Bois. Donc c'est toute une filière. On prend les choses en main. Je n'ai aucun foncier disponible. Aucun pour créer une scierie. C'est trop près d'un village. Il y a trop de nuisances. Il y a des zones inondables. Il y a des zones d'avalanche, des zones de chute de rochers. Je n'y arrive pas. Mais j'ai ce lieu. Ce lieu qui est une friche, qui a été labellisé comme tel, sur lequel on est accompagné pour les friches, il est sur le torrent d'Abriès. On peut dire que l'homme n'intervient plus sur les espaces et que je ne fasse pas de protection pour ce torrent d'Abriès. Et je vous assure, c'est un filet d'eau. Hein. Il devient célèbre, mais vraiment malgré lui, ce torrent. Est-ce qu'on admet de pouvoir continuer à intervenir et que la main de l'homme façonne? Parce que mon enjeu prioritaire est ma diversification économique de mon lieu avec la création d'une nouvelle filière. Donc je ne renonce pas à tout, j'accepte que ça fasse partie de mon mode de raisonnement, mais en contrepartie de laquelle on admette que l'intervention de la main humaine est plus que jamais essentielle pour amorcer une transition. Si l'homme, on se contente, tout à l'heure on disait on ne fait rien, mais quand on gère sa forêt, je vous assure qu'elle ne fait rien. Même dans l'immobilité, c'est un choix réfléchi qui est une action proactive. On ne fait jamais rien sur un territoire. Tout à l'heure, on disait est-ce qu'on accepte de rien faire? C'est faux. Donc, on renonce, mais peut-être avec un peu de subtilité, plutôt sur l'adaptation de nos choix avec ce critère prégnant et que fait-on avec plus 4 degrés quand on est un pays de montagne. Voilà. On n'a pas dit on accepte de rien faire, on a dit que comment valorise-t-on l'idée de ne rien faire? On ne fait jamais rien. En fait, on valorise la préservation d'espèces. Précisément une nouvelle idée. On valorise dans une zone Natura 2000. Est-ce qu'il y a d'ailleurs une question de génération? Ne pas skier dans une zone, c'est pas de rien faire et de ne pas aménager une zone. C'est de préserver. En fait, quand on prend des choix de ne pas faire, c'est déjà une action. Donc on peut très bien valoriser les actions sur ce point-là. Alors justement, sur le faire et sur les solutions, Marc-André Sellos, est-ce que, vous qui êtes un spécialiste de la question des sols, est-ce que les sols sont un des facteurs clés de l'adaptation au changement climatique? Alors oui, sans doute, parce que il y a 2 types de renoncement. Quand le niveau de la mer monte, on est obligé d'évacuer. Là, le renoncement n'est pas une question. Moi, ce qui me ferait mal, c'est qu'on soit obligé de renoncer à nos forêts ou à la productivité des sols parce qu'on n'a pas fait maintenant les gestes qui permettent de les faire durer. Quelque part, notre immobilisme, il déterminera si ou non on sera obligé de se priver de ces agents-là. Alors pour les sols, effectivement, c'est le cœur de la chose que les gens n'ont, par formation, pas envisagé comme étant le pivot du climat. Les sols sont des pivots des climats parce que dans les sols, il y a de la matière organique morte. Des restes de plantes, des restes de microbes, des restes d'animaux qui se décomposent lentement, qui font que c'est noir. Et cette matière organique, elle est un stock de carbone qui est équivalent à l'échelle globale, comme en France, à 2 fois le carbone qu'il y a dans l'air, 3 fois le carbone qu'il y a dans la masse végétale. Donc c'est un endroit où on peut stocker du carbone. Et d'ailleurs, l'augmentation de la photosynthèse avec l'augmentation du CO2 et le réchauffement contribue à faire qu'il y a de plus en plus de carbone dans ce sol, au moins dans les sols forestiers. Dans les forêts, la moitié du stockage de carbone, c'est dans le sol. Bon.
Et plus on laboure, plus on libère le carbone. Alors, le problème, c'est est-ce que nous, on entretient la capacité des sols à faire ça? Alors, quand on laboure, et on pense, nous, que labourer, c'est nécessaire pour faire de l'agriculture. Je vous rappelle que les Amérindiens n'avaient pas de charrue, pas d'animaux de trait. Ils ont fait des civilisations entières sans labour. Hein. Quand on laboure, alors on tue tout dans le sol, hein, ça c'est clair. On augmente l'érosion du sol, mais surtout, comme on l'aère, les quelques survivants respirent mieux, mangent la matière organique plus vite. Les sols européens ont perdu 50% de la matière organique depuis les années 50. Voilà. Comme en plus on amène les engrais sous forme non plus organique, alors même que nos poubelles et nos toilettes sont pleines de matière organique bourrée d'azote et de phosphate. Mais ça, on paye pour le disperser dans l'environnement autrement. Non, vous sentez la logique. Hein. On n'amène plus la fertilité sous forme organique, donc on n'amène plus de matière organique. On récolte, évidemment qu'on récolte, on ne va pas arrêter de récolter, donc on emporte la matière organique. On laisse les sols nus en hiver. Ah bah oui, en hiver, il pourrait pousser des choses qu'on détruit avant les cultures, le semis des cultures de printemps. Le sol brun en hiver, c'est débile. En plus, il s'érole beaucoup plus. Bref, les stocks de matière organique s'effondrent et la capacité des sols à stocker du carbone s'effondre. Et ça, c'est vraiment important parce que cette matière organique, non seulement elle est un stock de carbone et donc elle est une façon d'agir sur le climat, mais elle a une fonction qui va nous ramener au problème de l'eau. Le gouvernement a fait un plan eau dans lequel il y a un paragraphe sur le sol et je mets quiconque ici au défi de retrouver le mot sol ailleurs que dans le titre du paragraphe. Ah bah oui, vous pouvez voir. Hein. Cette matière organique, elle stocke l'eau pour deux raisons. En stabilisant la structure du sol, elle stabilise les trous. Et attention, hein, pas les trous de labour, parce que c'est les gros trous qui s'effondrent. Non, les petits trous de bactéries, les petits trous de champignons qui ont poussé, qui sont morts, les petits trous d'insectes, qui sont des trous qui retiennent l'eau par capillarité. Et en plus, elle-même, elle retient l'eau. 1% de matière organique en plus dans un sol, ça retient 10 mm d'eau de pluie. Et ça veut dire que en plus, cette matière organique dans les sols, elle permet de retenir plus l'eau, car après tout, c'est là que l'eau arrive d'abord, elle arrive d'abord au sol. Et donc, ça veut dire que le sol est une solution aussi bien pour stocker du carbone que pour stocker de l'eau, mais j'aimerais vous rappeler le truc, 4 degrés, c'est pas possible. Parce qu'en fait, la respiration des organismes du sol augmente plus vite que la photosynthèse. Si je vous le fais court, on est à 2 degrés du moment où les sols vont commencer à respirer plus que la photosynthèse des végétaux n'amène de la matière organique au sol. Donc nous sommes à 2-3 degrés du moment où les sols ne stockent plus, mais déstockent spontanément, même sans rien faire. Donc ce sont des façons de s'adapter, mais attention, il ne faut pas que l'adaptation nous cache qu'il faut arrêter les conneries. Et des fois, l'adaptation, c'est de se dire oh, « on y arrivera ». N'en soyons pas si sûrs. Et il ne faut pas que l'adaptation nous cache le fait que les moyens de s'adapter, ils ont leurs limites. On en parlait pour la forêt, elle commence à s'essouffler en termes d'opérationnalité. Alors sur cette question des sols, merci Marc-André Sellos, j'aimerais qu'on donne la parole à Rose Uomobono, qui est doctorante, qui est architecte et qui est à l'INSA de Grenoble à la chaire Arpenté. Et Rose Uomobono va évoquer une manière de dépolluer les sols. Alors une des manières les plus connues, c'est celle d'extraire le sol, je suis un peu trivial, de nettoyer et de le réimplanter. Rose Uomobono, vous allez nous parler de la dépollution par les plantes et de la renaturation. Oui, bonjour à tous et à toutes. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour l'invitation à ce colloque et tous les points abordés depuis ce matin. Alors pour entrer dans le vif du sujet, en France, selon l'ADEME, il y aurait environ 100 000 hectares de sites pollués, soit l'équivalent approximatif de 140 000 stades de football. Ce chiffre d'ailleurs est probablement en dessous de la réalité, car ce ne sont que les friches industrielles, minières, militaires, les sites agricoles et forestiers et résidentiels pollués n'en faisant pas partie. C'est aussi un chiffre qui est voué à augmenter, puisque ce sont des pollutions passées et les pollutions émergentes ne sont pas encore prises en compte. La pollution des sols est l'un des 5 facteurs principaux de la disparition de la biodiversité. Puis dans ce contexte, le dispositif ZAN envisage ces terrains comme une solution potentielle à la désartificialisation, contribuant ainsi à la préservation des terres agricoles et naturelles, comme on en a entendu parler.
Bon, cependant, dépolluer coûte cher, c'est pas nouveau, et nécessite aussi la création de projets. Donc ça aussi, on en a parlé ce matin, c'est pas évident pour tous les territoires. Alors au niveau des coûts, on est en train autour de 300 à 500 000 euros par hectare, voire plus pour des sites comme des raffineries. Donc pour dépolluer les 100 000 hectares identifiés, on est autour d'un coût minimum de 50 milliards d'euros. Sans compter que les solutions existantes en dépollution sont loin d'être exemplaires. On pense à l'excavation hors site qui nécessite des stockages de sols pollués. Donc existe-t-il d'autres scénarios permettant à ces sols de devenir des leviers d'action pour leur dépollution, leur renaturation, leur territorialisation? C'est donc le cœur de ma proposition de thèse. Donc en m'appuyant généralement sur les approches territorialistes et écologistes, comme celle dans le cas proposé par Alberto Magnaghi dans son ouvrage, je propose de considérer ces lieux dans une perspective narrative plutôt que fonctionnelle. Donc une approche moins concentrée sur la réhabilitation utilitaire du site pollué, mais sur ce que ces sites ont à nous apprendre, sur le fait de vivre à proximité et dans des territoires pollués. Un semi-renoncement, encore, ou un travail plutôt sur la capacité d'adaptation. Comme le dit d'ailleurs Claude Raffestin dans Éléments pour une théorie du sol en 89, ce qui nous intéresse, c'est les sols en tant qu'objet de relation, en tant que nœud de relation. Et c'est cette mise en relation des sols pollués avec le vivant et le non-vivant qui sont au centre de mes questionnements. Les actions de dépollution telles que la biorémédiation et la phytorémédiation seront étudiées par des terrains d'enquête et des études de cas. La biorémédiation et la phytorémédiation sont une dépollution par l'action, dans le cas de des bactéries, des champignons ou des plantes. Ce sont des stratégies qui sont peu coûteuses, encore peu utilisées en France, qui nécessitent des interventions ponctuelles et qui peuvent permettre des formes d'occupation transitoires sur des cycles de dépollution à long terme. C'est peu utilisé parce que c'est très long. On est autour de 5 à 50 ans, dépendamment des polluants et de leur concentration dans les sols. Donc, l'observation et l'analyse, moi je propose d'une superposition de strates d'intervention, donc ce sera par le biais de rencontres avec des acteurs du territoire, des acteurs des communautés locales, des scientifiques, sera l'une des méthodes en fait pour représenter les transformations des terrains pollués en lien avec les techniques de dépollution par phytorémédiation. Ce sera un travail qui sera fait à la fois en coupe et de manière cartographique et enfin sur le terrain. C'est important afin d'avoir plusieurs niveaux d'échelle, plusieurs milieux socioculturels et afin d'inclure des données et des savoirs de toutes transversaux, pédologiques, écologiques, urbains, paysagistes, et bien sûr du génie végétal. Donc ça, c'est dans une perspective collaborative de la renaturation pour créer de futurs, dans certains cas, de futurs écosystèmes. Donc, en conclusion, les sols, qu'ils soient pollués ou non, possèdent la noblesse de nous réunir tous. Je pense que c'est encore là leur force et j'aimerais d'ailleurs l'explorer dans ma recherche. Ces mêmes sols, comme on a vu avec les intervenants, jouent un rôle crucial dans la régulation des cycles de l'eau et sur nos ressources hydriques. Donc la santé des sols et des ressources en eau sont intimement liées et doivent être abordées conjointement pour des solutions pérennes. Donc sur ce, je laisse la parole et je vous remercie. Merci Rose Omobono, donc doctorante, architecte doctorante, et vous êtes de l'ENSA de Grenoble à la chaire Arpenté. On va parler de l'eau juste avant, si on peut rebondir, mais brièvement, si vous avez des choses, et j'aimerais vous entendre sur la question du rôle de la qualité des sols dans l'adaptation au changement climatique. Est-ce que c'est dans votre esprit? Fanny Lacroix, par exemple, si vous pouvez nous en dire un mot. Philippe Mazinck, éventuellement, dans l'adaptation des politiques publiques. Fanny Lacroix. Parmi les biens communs naturels, évidemment, le sol en est un. Donc là-dessus, la MRF aussi a travaillé sur cette question-là et notamment son lien avec l'alimentation. Plus que d'agriculture, aujourd'hui on parle d'alimentation pour essayer de reboucler sur
Comment est-ce que justement on crée les conditions d'émergence du commun autour de l'alimentation et autour de la structuration de filières pour retrouver en capacité de pouvoir manger local. Et donc on a beaucoup d'exemples de communes rurales, par exemple, qui travaillent autour d'outils de production alimentaire, de cantines ouvertes, parce que chaque village encore, on essaye de conserver nos écoles, et on s'est dit que ça pouvait être peut-être là le moment d'ouvrir les cantines à l'ensemble de la population. On a vu au moment du Covid qu'il y avait beaucoup d'isolement, de dénutrition aussi chez nos personnes âgées. On a un vieillissement de la population, et donc cette opération cantine ouverte, ces cantines qui s'ouvrent avec des outils de production, des cuisines centrales à petite échelle, vraiment. L'idée, c'est de rompre un petit peu avec ce modèle de la cuisine centrale XXL qui n'arrive pas à être en lien avec les producteurs locaux, parce que c'est ça qu'on assiste et qui rendent les contrats de réciprocité parfois absolument hors sol. Quand même, j'ose le dire. Il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Revenir à des petits projets, des petites cuisines centrales, sortir 200-300 repas jour, pas tellement plus. Et du coup, ça permet de recréer en fait de l'emploi sur nos territoires, de retrouver aussi un savoir-faire autour de l'alimentation, de rouvrir des tables, des cantines ouvertes, des tiers-lieux, des lieux de socialisation, et en même temps, on arrive comme ça à aborder la solution pour des sols qui seraient plus vivants. Et je rebondis sur un des éléments que vous avez dit et qui m'a beaucoup heurté, c'est-à-dire que les citoyens ne seraient pas aptes, en fait, ou on aurait du mal à parler avec eux. J'ai pas tout à fait la même vision des choses. Et moi, justement, j'ai l'impression, alors peut-être que vous allez dire, Fanny Lacroix pense que la commune rurale est la solution sur beaucoup de problèmes, mais je le pense vraiment, c'est-à-dire que moi, je vois au contact de la petite taille de nos communes rurales, au contact aussi de ce qui fait une école en milieu rural, c'est-à-dire de la classe unique. On en parle peu, mais c'est vrai qu'on a encore aujourd'hui des modèles, des écoles en milieu rural avec des classes uniques. Je vous invite à regarder Les Petites Victoires. Je vous invite à regarder le film Être et avoir, où aussi, sur mon village, on a travaillé sur comment est-ce qu'on ouvre l'école complètement sur le village, c'est-à-dire nos classes ne sont pas dans les mêmes bâtiments. On a un centre-bourg qui laisse la possibilité aux enfants d'aller et venir entre le temps périscolaire, l'école, et donc c'est eux-mêmes qui aménagent les espaces, c'est eux-mêmes qui jardinent, c'est eux-mêmes qui créent leurs espaces de loisirs, qui créent leurs cabanes. Comment est-ce qu'on fait aussi de cette notion d'espace un lien sensitif à la terre et une capacité à être acteur de nos vies? Donc voilà, j'ai un petit peu divergé du thème du sol, mais pour moi ça me semble quand même assez fondamentalement lié, parce qu'à un moment, il faut faire le lien avec les gens. Et je pense que c'est très important. Voilà. Je vais abonder, parce qu'on est deux mères rurales. Nous, les petits êtres humains qui sortent de chez nous, je vous assure, hein, vous pouvez être confiants en l'avenir, quoi. Ils savent ce que... Le dernier signalement, c'est le maître d'école qui m'appelle. Quelle est la procédure lorsqu'un loup est dans la cour de l'école ? Et donc je dis, les enfants ont-ils peur? Ah non, ils sont passionnés. D'accord, bon déjà c'est une bonne nouvelle, mais que fait-on quand on a un loup qui vient et qui est... Donc vraiment, je vous assure, nous, ils sont tout à fait conscients de là où ils vivent. C'est les premiers prescripteurs des bonnes actions. Ce sont des êtres humains qui ont l'habitude de consommer l'espace totalement d'une manière différente. Ils nous apportent énormément. Et je veux dire, on est presque... devant eux, on est presque humble. Parce que cette petite génération-là, elle sait ce que c'est qu'un jardin, elle sait ce que c'est que faire pousser ses tomates. Ils veulent faire un projet jardinage, nous aussi, donc ils ont mis en place tout leur jardin. Ils veulent amener le jardin à l'EHPAD, donc du coup, ils font leur petit marché. Enfin, soyez confiants. Nous, en ruralité, on vous construit des petits êtres humains vraiment aux petits oignons. Ben voilà une bonne nouvelle. Il faut qu'on aille vite, on a pas mal de sujets encore à aborder. Petite remarque, hein, je ne pense pas que les gens ne peuvent pas comprendre. Au contraire, j'étais à Joigny hier pour ma 121e conférence depuis le début de l'année. Donc moi, je crois qu'on peut expliquer les choses et les gens sont moins bêtes qu'ils n'affectent de le croire. Hein. C'est pas mon problème. Juste des fois, j'explique des choses aux gens dont je me dis, c'est bête qu'ils n'aient pas eu ça à l'école primaire. Mais je crois en les gens, moi. Sinon, je ne serais pas là. Alors, on a parlé des sols, on a un peu parlé des littoraux aussi. J'aimerais qu'on parle de l'eau. Alexandre Monin, l'impact du changement climatique sur les ressources en eau est évidemment une question fondamentale. À quoi on doit renoncer pour préserver nos ressources en eau ? C'est une bonne et vaste question. Ça pose évidemment la question des activités qui ont lieu sur un territoire. Je prenais l'exemple tout à l'heure du Pays de Fayence où il a été décidé
mettre en pause, mais une pause quand même assez importante, hein, de 5 ans, la construction, en considérant qu'il fallait sécuriser la ressource en eau pour les personnes déjà présentes avant que d'accueillir des personnes ou que de développer le territoire en se disant qu'on le développe, mais on n'est pas certain de pouvoir malgré tout l'alimenter en eau. Donc ça, c'est déjà extrêmement ambitieux, et puis de repenser effectivement l'usage de l'eau sur le territoire avec des mesures de sobriété, avec beaucoup de concertation auprès de la population, qui a d'ailleurs été traduit, hein, par une baisse de la consommation. Ça veut dire aussi peut-être réfléchir à des modèles où on sort, parce que le paradoxe de la sobriété en matière d'eau, c'est que comme l'eau paye l'eau, mais si vous êtes sobre, comment vous payez vos infrastructures sobres en eau? Donc là, on touche aussi une contradiction dans les modèles. Il faudrait presque, alors là, ça va très loin, mais moi, c'est une question qui m'intéresse, il faudrait presque mettre en place un modèle où finalement, on est rémunéré au fait de ne pas consommer la ressource. Ce n'est pas le fait de détruire la ressource qui va garantir finalement du financement, mais c'est le fait de maintenir et de ne pas consommer la ressource qui va permettre de pouvoir développer des infrastructures de plus en plus sobres. Donc là, ça nous demande quand même de repenser les choses en profondeur, la question de la valeur, etc. etc. Et puis, il y a d'autres enjeux qui se posent, notamment effectivement entre les territoires. Au moment de la crise sécheresse, en l'occurrence, je reste sur cet exemple-là, il y a eu un peu des tensions, on peut le dire, hein, avec les territoires littoraux, parce que les territoires littoraux sur la communauté de communes du Pays de Fayence, en fait, vont chercher l'eau d'un lac artificiel qui est le lac de Saint-Cassien. Et la communauté de communes n'étant pas reliée à ce lac-là, a demandé si c'était possible de partager l'eau. La réponse qui a été apportée n'était pas forcément complètement concluante, disons, dans les perspectives de mutualisation, les perspectives de partage, les perspectives de... Voilà, on était plutôt sur une lutte autour des ressources. Et effectivement, la question, c'est comment est-ce qu'on évite ces luttes autour des ressources qui se multiplient déjà, en fait, j'allais dire qui vont se multiplier, qui se multiplient déjà, et comme me le disait un agent sur place, qui vont se multiplier avec, en même temps, parce qu'aussi on a moins de moyens actuellement, qu'il y a un souci aussi avec les moyens. Et donc, s'il y a moins d'argent qui circule, en fait, ça va être plus compliqué aussi par rapport à la ressource, du moins c'est le vécu des gens sur place. Donc voilà, il y a aussi ces éléments qu'il faut arriver à déminer, et effectivement, c'est pas simple. Merci Alexandre Monin. Territoire spécifique qu'il faudrait aborder, on en a à peine parlé, ce sont les littoraux. Valérie Morel, la question du renoncement, elle est criante, parce que parfois... certains sont amenés à organiser des relocalisations. Finalement, le renoncement, on y pense depuis longtemps sur les littoraux, Valérie Morel. Oui, il est certain que la perspective d'un changement climatique à plus 4 degrés réveille déjà des interrogations qui sont inscrites depuis très longtemps dans la question en fait, de l'aménagement des littoraux. C'est certain que plus 4 degrés, c'est largement dépasser une élévation du niveau de la mer de plus d'1 mètre, voire d'aller jusqu'à plus de 5 mètres si on arrive à la déstabilisation complètement du Groenland, de tout ce qui est glace continentale, que ce soit le Groenland ou que ce soit de l'Antarctique. Hein. Donc c'est quelque chose vers lequel on peut marcher. Donc ce qui signifie bien évidemment de l'érosion côtière nettement plus importante, que ce soit des falaises, que ce soit des dunes. C'est également la disparition en fait, d'écosystèmes comme la mangrove, les marais maritimes qui ont des fonctions à la fois d'atténuer l'énergie des houles, mais qui sont également des éléments très importants dans le cycle de vie des ressources. Hein. C'est là que ces espaces sont bien souvent des espaces nourriciers, des espaces de reproduction. Donc ça dégrade énormément aussi le contexte de la biodiversité qui a non seulement un rôle pour maintenir des activités sur place locales, maintenir également donc un accès à la ressource alimentaire marine. C'est aussi donc la libération de carbone qui sera nettement plus important parce que ce dernier étant stocké dans ces écosystèmes. Voilà, donc c'est vrai que ça fait, on parle de ça. Donc face à ça, se posent aujourd'hui des questions qui sont des questions, quel littoral, comment on va repenser le littoral, comment on va redessiner ce littoral. Alors redessiner ce littoral par de la relocalisation, mais peut-être plus, je dirais, par de la recomposition territoriale. Relocaliser, c'est bien, c'est-à-dire déplacer des gens, c'est une action, il faut la faire dans certains moments, mais ce qui est important aussi, c'est de maintenir
un mot qu'on a évoqué tout à l'heure, l'habitabilité des lieux. C'est-à-dire, déplacer pour déplacer, ça n'a pas grand sens. Si vous êtes surtout dans un contexte de transition, de renouvellement territorial, si c'est déplacer simplement un lieu d'habitat, sans y mettre les fonctions que sont le commerce, les services publics, l'éducation des enfants, on ne participe pas à la transition, on déplace juste un problème. Et donc aujourd'hui, il faut réfléchir à cette recomposition territoriale, et cette recomposition territoriale, elle ne peut pas être homogène sur les littoraux. Les littoraux sont hétérogènes. Hétérogènes par définition physique, mais hétérogènes par fonctionnement humain, par manière d'habiter, relation à ce littoral. Et donc aujourd'hui, penser en fait cet réaménagement du littoral nécessite en fait de regarder la culture locale, de regarder en fait comment cette population locale a une relation à son territoire et comment elle souhaite que ce territoire soit habitable et comment elle peut construire l'habitabilité. Et je ne dirais pas que la construire, mais c'est la co-construire. Et la co-construire entre citoyens, mais entre différents autres acteurs du territoire, que ce soit l'État et les services de l'État, que ce soit les collectivités territoriales à toutes les échelles des collectivités territoriales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le littoral, la transition et, je dirais, ce projet de recomposition territoriale, notamment pour des espaces qui sont en crise face à ce que va annoncer donc le changement climatique, c'est vraiment un travail de coopération. Et cette coopération, c'est pour nous, en tant que géographes, la mise en avant de ces emboîtements d'échelle dans l'espace et dans le temps. Il va falloir faire des séquences, des choses en priorité, des choses dans un deuxième rang, mais il faut se mettre à la réflexion dès maintenant et à la co-construction. La co-construction, la réflexion sur les littoraux. Philippe Mazin, qu'est-ce qu'il faut dresser des digues Oui, bien sûr, partout. En béton. Non, évidemment pas. Je partage tout ce que vous venez de dire, évidemment. A été mis en place le Comité national du trait de côte, qui travaille beaucoup en ce moment, qui s'est réuni hier. On avait d'ailleurs l'exemple de Caen à la mer, puisqu'il y a des témoignages de collectivités. Il faut plusieurs choses. D'abord, premier élément, on part de zéro. Enfin, on part de zéro. Il faut tout construire. Il faut tout construire. Et on se projette à l'horizon 20, 30, 50 ou 100 ans. Il y a un pas de temps qui est complètement différent. J'y reviendrai parce que ça a des conséquences pratiques. Le deuxième point qui est revenu systématiquement hier, on a des outils qui s'appellent des plans partenariaux d'accompagnement, des PPA. Toutes les collectivités, toutes disent pour que ça marche, il faut de la concertation, il faut concerter. Ça rejoint complètement ce que vous disiez tout à l'heure. Quand on parle de gestion intégrée du trait de côte, puisque c'est l'expression consacrée, effectivement, on parle de recomposition spatiale. Et là où c'est compliqué, c'est que, évidemment, j'ai répondu sur un ton badin tout à l'heure, mais il ne s'agit pas forcément de reconstruire des digues partout et les faire un peu plus hautes à chaque fois pour répondre. Il y a plein de solutions. Il ne s'agit pas non plus de ne pas en construire, parce qu'on aura besoin d'ouvrages de défense contre la mer, pas partout. Mais il faut combiner, et c'est pour ça que la concertation est importante, il faut combiner, par exemple, les solutions fondées sur la nature. Il y a plein de programmes, Adapto, Adapto+, le Conservatoire du littoral notamment s'est beaucoup engagé là-dedans, donc on a plein de choses là-dessus, mais il faut essayer d'avoir, j'y reviens encore, cette approche globale, où il faut mixer ouvrages de défense contre la mer, parce qu'on en a besoin. On prenait l'exemple hier, par exemple, on prend l'arsenal de Toulon, évidemment, on ne va pas le laisser sombrer sous les eaux. Il y avait un autre exemple à Saint-Mandrier où ils ont mis en place des solutions fondées sur la nature. C'est totalement renaturé. Le point important derrière, et ça me permet de rebondir à votre question précédente sur le sol, on n'a pas encore employé ça a été évoqué à la précédente table ronde, c'est la question du foncier. Je pense que la question du foncier, et c'est très vrai pour les PPA et la recomposition spatiale dans les littoraux, mais c'est vrai plus généralement, la question clé, c'est savoir comment on fait pour préempter le foncier. Je pense qu'il y a des instruments qui sont clés pour les années et pour les dizaines d'années à venir. On en a parlé tout à l'heure, c'est les établissements publics d'aménagement, c'est les établissements publics fonciers, c'est tous les dispositifs type SPLA, SPLAIN, etc. Bon, peu importe. La question clé maintenant, c'est de savoir comment on fait pour préempter le foncier. Et encore une fois, une préemption de foncier qui n'est pas une préemption de foncier comme on l'imagine aujourd'hui, pour faire une ZAC ou que sais-je. Ce n'est pas une préemption sur 5 ans.
c'est de la préemption foncière dont on va avoir besoin sur 20, 30, 50 ou 100 ans. Cet instrument, aujourd'hui, il n'existe pas. Et l'enjeu majeur, c'est de savoir comment on construit ces instruments. Quelqu'un évoquait tout à l'heure la Banque des territoires. C'est vrai qu'ils ont des prêts Gaïa à 80 ans. Comment on fait pour générer... Je parle pas, je suis pas en train de montrer du doigt la Banque des territoires, c'est pas du tout l'objet. Mais comment on fait pour dégager des instruments comme ça qui seront valables sur 20, 30, 50 ou 100 ans? Effectivement, il y a parfois des communautés de communes, ou en tout cas il y a des solutions localement, mais il n'y a pas des solutions qui sont unanimement appliquées sur le territoire. Merci beaucoup à vous. Je propose maintenant qu'on passe à la parole des élus, des députés qui nous ont écoutés. Olga Givernet, vous êtes députée de l'Ain, c'est vous. Et on est ravis si vous montez à la tribune, on est prêt à vous écouter. Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs. Écoutez, merci beaucoup pour cette table ronde très instructive, pour tous les éléments que vous avez pu évoquer sur cette question en fait de la France à plus 4%. Plus 4% quand même, on ne voulait pas le voir jusqu'à... degrés, pardon, excusez-moi. Plus 4 degrés, on ne voulait pas le voir, mais si, je pense qu'il faut effectivement le voir. C'est une réalité d'autant plus que le monde va se réchauffer et que quand on regarde, la France va elle-même se réchauffer plus. Alors un jour, on m'a dit, Madame la députée, vous savez pourquoi ça se réchauffe? C'est à cause des gaz à effet de serre. Je fais, bah oui. Est-ce que vous connaissez le premier gaz à effet de serre? Je fais, bah c'est le CO2. Enfin, on met suffisamment d'efforts sur nos mesures pour essayer de le contrer. On me dit, bah non. En fait, le premier gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau. Et la vapeur d'eau, c'est issu de l'évaporation de nos océans. On le sait, ces masses d'eau qui sont partout autour du globe. Malheureusement, on ne peut rien y faire. Par contre, le deuxième gaz à effet de serre, c'est bien le CO2. Et là, par contre, on peut faire quelque chose. Et c'est là où il faut mettre tous nos efforts. Parce que le cycle qui se fait, c'est que plus on a de gaz à effet de serre, plus ça se réchauffe. Et plus ça se réchauffe, plus il y a de vapeur d'eau. Donc ça, c'est le premier point sur lequel je voulais revenir. Se rappeler pourquoi est-ce que ça se réchauffe. On est dans un cycle, certains diront que c'est un cycle naturel. Oui, mais quand même, l'humain y contribue fortement. Certains étaient sceptiques du climat. Maintenant, moi, j'appelle les anthroposceptiques, ceux qui pensent que l'humain n'est pas responsable de tout ça. Et bien si, effectivement, l'humain est responsable de par ses émissions. On a évoqué les différentes possibilités. Vous avez parlé de la protection de la biodiversité. Merci pour tout ce que vous faites, justement, pour réussir cette protection. On a parlé de l'adaptation. Est-ce que ça veut dire que nous avons un renoncement à faire par rapport à l'atténuation? Non, évidemment, puisque l'atténuation, c'est bien ce qui va nous permettre de voir venir dans le temps, de pouvoir contrôler potentiellement cette augmentation de la température. Et cette atténuation, nous pouvons y arriver par la préservation et la préservation de nos ressources. Et c'est les travaux que moi je mène sur la sobriété et la sobriété, notamment la sobriété énergétique. Alors c'est plus un gros mot, il y a eu des plans de sobriété, nous avons réussi à notamment maintenir notre consommation d'énergie. L'énergie, c'est de la production, donc c'est des émissions de gaz à effet de serre. Nous avons réussi à faire de cette sobriété une sobriété positive et pas une écologie punitive, comme on pouvait le croire, ni de la décroissance. Nous sommes capables, si nous nous organisons bien, si nous avons les bons gestes du quotidien, mais aussi si nous avons une gouvernance territoriale, à pouvoir faire marcher cette sobriété. J'aimerais revenir sur la définition de la sobriété. C'est un ensemble de mesures et de pratiques qui évitent la demande en ressources, que ce soit l'énergie, la matière, l'eau, tout en garantissant le bien-être de tous et le respect des limites planétaires. Ça, c'est important parce que oui, en fait, nos ressources ne sont pas infinies. On s'en rend compte déjà depuis plusieurs années, mais la question maintenant, c'est comment est-ce qu'on rechange notre modèle et les nouveaux modèles de sobriété qui émergent sont une réponse. J'ai, au titre de membre de l'OPEX, l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques, fait un rapport sur la sobriété. J'ai également co-animé le groupe de travail sobriété pour la ministre Agnès Pannier-Runacher lorsqu'elle était ministre de l'énergie. Et en ce moment, je porte une proposition de loi, notamment sur la question du transport et plus précisément
de la voiture. On voit bien, après les travaux et les identifications de gros postes d'économie, notamment d'énergie et de ressources, qu'il y a certains secteurs, le bâtiment, le transport également, où on a encore beaucoup de choses à faire, et j'ai choisi de m'attaquer à la voiture. Alors la voiture, c'est quand même quelque chose d'important. Moi, je viens d'une circonscription rurale, la 3e circonscription de l'Ain. La voiture est indispensable, on aime la voiture. J'en ai moi-même une, mais la question, c'est comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on transforme notre parc automobile de demain pour justement prendre en compte ces besoins de sobriété. J'ai plusieurs propositions à ce niveau-là, mais notamment de prendre en compte la baisse de la masse du parc automobile. On voit bien que les voitures maintenant ont une inflation du poids. Je pense qu'il faut très sincèrement la contrer, et il y a plusieurs possibilités à cela. Je parlais du bâtiment. La question de la sobriété, eh bien, ce serait de prendre en compte la tendance de décohabitation. On a tendance à multiplier les logements, puisque on vit de plus en plus âgé, parfois tout seul dans son logement, et donc on est en sous-occupation. On a aussi les familles qui décohabitent, puisqu'il y a des séparations. Et tout cela, eh bien, comment nos élus font face à ces changements de société. Je ne vais pas faire beaucoup plus longue, mais je crois que nous avons des solutions. Il faut pouvoir se coordonner ensemble pour pouvoir y apporter une réponse. Je vous le redis, la sobriété, c'est bon pour la planète, et c'est bon pour le porte-monnaie. Je vous remercie. Merci Olga Givernet, députée de l'Ain. La parole est à Dominique Potier. Vous êtes député de Meurthe-et-Moselle. Ah, Michael Cosson, excusez-moi. J'avais le mauvais ordre. Michael Cosson, donc vous êtes élu des Côtes-d'Armor. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je vais me présenter, je suis Michael Cosson, donc député des Côtes-d'Armor, plus principalement Saint-Brieuc. J'ai également été maire pendant 10 ans, et maire d'Illion, une commune dans la baie de Saint-Brieuc, bien connue pour ses algues vertes, beaucoup moins par le fait qu'elle ait le double label bio, la seule en Bretagne. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce qu'en fait, on a effectivement parlé de nos comportements face au changement climatique, de notre nécessité dans nos activités d'être davantage vertueux d'un point de vue environnemental. Et ça nécessite forcément des changements dans notre comportement. Le mot renoncement, c'est pas quelque chose qui est dans mon vocabulaire, car si j'avais été une personne qui renonçait, je serais resté à la DDTM, à faire de la TESAT ou à faire de l'ingénierie, comme je l'ai fait pendant 20 ans, mais il a fallu effectivement qu'il y ait une réforme qui puisse considérer que nous étions dans le champ concurrentiel pour que nous puissions plus apporter notre contribution auprès des collectivités. Et c'est à cette époque que je me suis présenté en tant que maire, parce que je considérais que j'avais une action à mener pour la population et faire en sorte que, bien plutôt que renoncer, il nous fallait plutôt composer et s'adapter. S'adapter effectivement aux différentes réglementations auxquelles on peut être confronté, qui parfois nous font tomber de notre chaise. Je pense à la loi littorale notamment, puisque Illion est une commune littorale. Et je sais qu'il nous faut défendre notre littoral. Ça ne signifie pas renoncer à toute activité qui pourrait être bénéfique pour sa population. Je vais vous donner, pour illustrer, 3 exemples sur lesquels je me bats encore, parce que maintenant, effectivement, le cumul des mandats n'étant plus possible, c'est vrai que je ne suis plus maire, donc je suis maire bénévole. Et donc, actuellement, je suis en plein combat pour 2 points. Et vous allez tomber votre chaise, j'en suis certain, mais tout le monde est assis. Aujourd'hui, face à la réglementation sur la littorale, nous avons 2 terrains de foot qui sont sur la commune et qui sont à peu près à une douzaine de kilomètres de notre littoral. Donc, même après un réchauffement climatique, pas de danger pour la littorale. Et puis, d'un point de vue visuel, on est très loin de pouvoir voir ces terrains de foot. Et cependant, en fait, on se heurte à une chose, c'est que, étant donné que nous sommes sur une commune littorale, ces terrains de foot qui sont dans les années 60 ne sont pas en continuité immédiate avec le centre-bourg de la commune, on a un vestiaire composé de 4 vestiaires, et aujourd'hui on ne pourra faire qu'une extension limitée, c'est-à-dire un local à ballon, et les féminines, on devra les mettre dans un bac à l'eau. Ça, c'est la réalité sur la réglementation qui fait que parfois, on se retrouve confronté à expliquer à la population que de faire des tribunes de foot, un foyer de vie et des vestiaires pour les féminines, nous ne pourrons pas faire parce que nous sommes confrontés à la littorale.
Vous avez dans le même temps aussi une structure pour accueillir des handicapés installée depuis les années 60 sur la commune et qui se retrouve également confrontée au littoral. Alors nous sommes partis sur un PLUI parce qu'il nous fallait composer avec, faire un aménagement homogène. Et celle-ci, l'État a pu signifier que pour que son projet qui date de 10 ans, parce qu'il faut pouvoir recueillir des financements, obtenir les avals des différents ministères. Et après ces 10 ans de combat, une fois qu'elle a pu boucler son budget, eh bien, elle se retrouve confrontée à quelques techniciens de la DTM qui lui expliquent qu'avec la loi climat et résilience, ce projet qui est de pouvoir rassembler un projet de 13 millions, c'est une paille, projet de 13 millions d'euros qu'il a fallu rassembler, ben, il va peut-être falloir accélérer le permis de construire, parce que si elle attend le mois de septembre, le PLUI, une fois qu'il sera arrêté, viendra s'opposer à la construction. Ça, c'est le quotidien de beaucoup de nos élus, et quand je vous entendais, je me souviens, et je me suis moi-même confronté souvent à ce type de réglementation. Et c'est vrai qu'on a parlé de l'ingénierie. L'ingénierie, elle est nécessaire, on parle de ce mur climatique. Alors je rappelle que effectivement la France est là pour montrer le chemin, mais il va nous falloir encore du chemin avant qu'au niveau mondial ce soit aussi entendu, car on ne va pas sauver la planète, on peut juste avoir des comportements qui peuvent évoluer, mais évidemment on peut juste être victime de ce qui va se passer. Et lorsqu'on parlait de l'ingénierie, maintenant on a la NCT, on a l'ADEME, on a le CEREMA, on a l'ingénierie à l'échelle de l'agglo, à l'échelle du département, à l'échelle de la région. Et c'est vrai qu'il nous aura fallu à peu près 25 ans pour reconstituer ce qui existait dans le passé, lorsque les DDE accompagnaient les collectivités avec dans un rôle non pas de régalien, mais bien de pouvoir faire plutôt que d'empêcher de faire. Et ça, c'est vrai que c'est la différence, et c'est comme ça qu'en fait j'ai renoncé à rester au sein du ministère, mais plutôt de m'engager pour essayer de faire évoluer les choses et qu'on retrouve ce rôle d'accompagnateur à l'heure où en fait on se retrouve confronté à de multiples difficultés qu'on rencontre sur nos terrains. Il nous faut apporter de la simplification administrative, il nous faut apporter de l'agilité, et il nous faut aussi se dire que eh bien, ce n'est pas du renoncement qu'il faut avoir, c'est de se composer. Et composer, c'est parfois s'asseoir sur des règles qui étaient ancestrales. On parle de la planification. La planification, j'en ai fait à peu près pendant quelques années, pendant 5 ans, mais c'est vrai qu'en France, on a eu la particularité de cohabiter des zones dédiées à de l'habitat, du commerce et de l'industrie, des équipements, ce qui a fait que cette planification a créé un étalement urbain qu'aujourd'hui on essaye de freiner par le ZAN, qui aujourd'hui, pour relier tout cela, en fait, il nous faut faire des routes construites en bitume, reliées par des réseaux avec du pétrole, et les véhicules pour pouvoir relier tout cela. Et c'est vrai qu'il nous faut maintenant travailler sur de l'optimisation. Alors moi je suis assez optimiste pour que derrière on retrouve du bon sens, dans le sens où qu'on arrête de créer des zones à une activité, mais qu'on plutôt on soit là pour se mettre à la place non plus d'une planification, mais à la place de l'usager, qu'il retrouve de la facilité. C'est vrai que souvent on tend à crisper les relations lorsqu'on parle du ZAN, mais construire sur du R+2, R+3, il n'y a qu'à regarder nos centres-bourgs. Nos ancêtres le faisaient déjà. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le faisaient pas bien, c'était peut-être qu'ils étaient avant-gardistes par rapport à ce qu'on a fait pendant 50 ans. Et moi, je suis assez favorable à ça. Après, toute activité aujourd'hui, toute mission qu'on doit mener, je crois que ce qu'il nous faut se dire, c'est qu'on doit le faire avec cette vision que si mon activité est pérenne, si celle-ci m'assure un certain niveau économique et qu'elle ne n'entrave pas l'environnement, du coup mon activité sera durable. Ça ne veut pas dire renoncer, ça veut dire simplement qu'on doit composer avec les éléments qui nous entourent. Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et j'entendais dans tous les témoignages, c'est vrai que ce qu'on aimerait, c'est davantage d'écoute, surtout qu'on est en capacité d'écoute, puisque être élu, c'est avant tout bien entendu décider, mais décider après avoir concerté et écouté. Et c'est vrai que ça peut être frustrant lorsqu'on n'est pas écouté par d'autres instances qui parfois peuvent paraître, on parlait du sous-sol, là pour le coup on peut parfois avoir
des gens qui peuvent être hors sol. Et c'est là le souci souvent qui nous permet de parfois montrer un peu de frustration. Voilà ce que je voulais vous dire parce que j'avais plein d'autres choses à faire. Et vous avez cité tout à l'heure le film Les Petites Victoires. C'est Mélanie Offray qui est originaire de Corlay. C'était un film prémonitoire parce que la ville de Corlay aujourd'hui se bat pour que son collège ne ferme pas. Voilà. Merci Michael Cosson, député des Côtes-d'Armor. La parole est à Dominique Potier, donc député de Meurthe-et-Moselle. Oui, merci mesdames et messieurs, et merci surtout à Sandra Marceau d'avoir remis la question d'aménagement du territoire et de la géographie, des géographies humaines et politiques au cœur de cette assemblée. C'est un sujet qui est singulièrement orphelin, c'est un angle mort de la vie politique, et je crois qu'on est dans la bataille culturelle, peut-être d'un ramorçage, d'un débat politique sur le sujet. Ça méritait, et merci beaucoup. Moi, je vais être sobre dans ma prise de parole parce que on est dans l'hémicycle et je ne peux pas faire de rebond sur un débat auquel j'ai pas assisté. Tu m'as fait un résumé très rapide, tu m'as dit que c'était génial, que tous les intervenants étaient extraordinaires. Donc là, je vais faire un peu de démagogie, mais très sincèrement, je vais plutôt vous délivrer un message très rapidement avant de repartir dans l'hémicycle, justement sur les questions du sol. Et je vais terminer sur ces questions-là. Le défi qui est le nôtre aujourd'hui dans les approches d'aménagement du territoire, de développement, qui effectivement, comme tu l'as très bien dit, après l'abandon des systèmes du pouvoir de l'État, ont connu une vacance d'à peu près 25 ans avant que ne se reconstitue encore laborieusement une ingénierie de planification décentralisée. On en est seulement à l'esquisse et on est encore bégayant sur ces sujets. On est au défi dans une forme d'urgence avec la lenteur des politiques publiques et de leur reconception. On est dans l'urgence du double défi de la sobriété dans cette France à plus X degrés. Je ne vais pas me prononcer sur des prophéties. Du défi de la sobriété et du partage. Et d'une façon absolument radicale. Comment est-ce que nous allons préserver notre idée de la dignité humaine en même temps que nous allons protéger notre maison commune? Mon intuition, et je crois qu'on est nombreux à la partager, c'est que ces deux sujets ne peuvent être dissociés et qu'il y a un lien invisible, mais néanmoins indéfectible, entre cette quête de la dignité de la personne humaine dans toutes ses dimensions et cette préservation de la maison commune. C'est donc le chemin qui est devant nous et nous sommes au défi de le vivre sur nos territoires. Et en fait, il y a deux façons de le vivre. Et là, je vais m'inspirer de Mireille Delmas-Marty, qui nous a quittés il y a un an et qui reste la grande inspiratrice des questions d'articulation entre le local et l'universel. Mireille Delmas-Marty disait pour les territoires de la France, mais on pourrait le dire pour le territoire de chacun de nos pays où nous vivons, où nous sommes investis comme ingénieurs, comme élus ou comme simples citoyens. On a le choix entre une souveraineté solitaire, ça c'est le projet des localistes, c'est le projet des nationalistes, ou une souveraineté solidaire. Et cette souveraineté solidaire, c'est celle qui, tout en affirmant la libre détermination populaire, enfin des citoyens, s'affirme comme prenant en compte et intégrant la dimension universelle de notre fraternité, c'est-à-dire le souci d'autres vies que les nôtres au bout du monde, autant qu'au bout de la rue. Et c'est cette perspective-là que nous avons à vivre. D'abord, politiquement, nous inscrire clairement dans une dynamique de souveraineté solidaire depuis chacun de nos territoires. Chacun de nos territoires doit intégrer d'une façon ou d'une autre les limites planétaires. Et cette trajectoire qui peut être un enfer comme une épopée, à nous d'en décider finalement. Celle de passer de 9 à 2 tonnes de carbone par individu suppose une conversion de nos modèles de développement, mais également une conversion de nos vies. Et cette conversion, elle suppose, le territoire peut être l'instrument, le lieu qui permette de le vivre intelligemment. Pour cela, mes convictions, et je vais être très rapide, j'aurais aimé développer, mais ce n'est plus le temps, parce qu'il est bientôt, il est 13h, et vous avez déjà passé vos limites temporelles. Il est indispensable, je vais avoir un seul message, d'une montée en puissance du local. J'ai été président d'Interco, j'étais paysan, responsable associatif, président d'Interco, enfin j'ai fait un peu tout ce parcours-là avant de devenir député, et de continuer à travailler dans l'animation locale, sur un territoire qui est plutôt pionnier, reconnu ainsi par la Banque des Territoires, l'ADEME, etc. On expérimente plein de trucs nationaux parce qu'on est plutôt un bon climat politique, réactivité, lien avec le monde de l'entreprise, donc on est un territoire plutôt pionnier dans toutes ces questions de transition. Ce que j'observe aujourd'hui, c'est que les grandes mutations dans les années 80, avec les lois de décentralisation, ne se sont accomplies que sur des prises de compétences fiscales et de pouvoir des collectivités. Tout le reste, j'ai envie de dire, c'est de la littérature, c'est du baratin, c'est du blabla, et on n'est pas à l'échelle du temps. Donc la grande décision, c'est de donner, comme on l'a fait pour le pouvoir économique. Tant qu'on avait les communes qui étaient entre elles, on avait organisé une compétition des communes entre elles qui
qui mangeaient du terrain agricole, qui créaient des distorsions de concurrence, qui créaient des inégalités insupportables, etc. La prise de compétence de zonage géographique, d'urbanisme pour l'économie, en même temps que celle de la fiscalité, a été une révolution vertueuse, encore imparfaite, mais qui a révolutionné le paysage. Je pense que sur les défis de l'écologie qui sont devant nous, de la transition écologique, si nous ne montons pas en puissance, à l'instar de ce que nous avons fait dans d'autres domaines, sur le plan fiscal et du droit du sol, nous ne serons pas au rendez-vous. Nous ne serons pas au rendez-vous. Et je vais simplement illustrer cet enjeu, notamment du droit du sol. Et il est toujours connexe avec la question de la fiscalité. J'ai eu l'occasion de publier, et je vous renvoie parce que je serai très bref à cet instant, à une note dans la Fondation Jean Jaurès, où j'ai écrit plusieurs notes. Je suis directeur d'un observatoire à la Fondation Jean Jaurès, notamment sur le sol, dans le partage du sol comme enjeu de la planification écologique. Si vous prenez la question du logement, une politique de ZAN qui est absolument indispensable, sur laquelle on a trop reculé jusqu'à présent dans sa mise en œuvre, elle n'est pas possible sans un accompagnement total d'une programmation de logement. S'il n'y a pas de politique de planification sans politique de programmation qui recrée de l'égalité républicaine dans l'accès notamment des ménages populaires à un logement qui soit en locatif ou en propriété. Ça ne marche pas et ça crée de l'exclusion et cette exclusion, elle crée le vertige extrémiste, elle alimente le vertige extrémiste auquel nous serons confrontés dans quelques jours. Deuxième exemple, sur l'eau. On tourne sur certains captages depuis 20-30 ans à des politiques volontaristes qui échouent, alors que le dérèglement climatique va créer des stress hydriques avec une constance des pollutions diffuses qui rendront impropres à la potabilité des captages sur à peu près un tiers du territoire national. C'est un défi absolument majeur sur le plan du pouvoir d'achat, mais également de la représentation culturelle de territoires ruraux qui devront acheter leur eau à des métropoles qui, elles seules, auront les moyens d'avoir des usines de dépollution parce qu'on n'aura pas su faire la prévention. Est-ce qu'on va continuer à être passif devant ces situations, je serais capable de dire que, comme je le propose dans la commission d'enquête sur les pesticides que j'ai eu l'honneur de rendre à l'Assemblée il y a quelques mois, que nous développions un pouvoir d'expropriation sur les périmètres de captage, non pas pour exclure l'agriculture, mais pour avoir un contrat public-privé qui permette de satisfaire à la fois notre souveraineté alimentaire et la production d'eau potable, qui est le premier des aliments. Je vais donner un autre exemple, c'est celui de l'énergie. On a fait une loi énergie avec un impératif de transition qui n'a pas été vraiment débattu au Parlement, mais qui en tout cas fait une part importante aux énergies renouvelables. On l'a fait dans une totale régression par rapport au talent de planification qui avait été l'ère gaullienne dans les arcs républicains qui avaient été rassemblés après-guerre. On était capable d'amener l'électricité partout au même prix, sur des zones de production qui avaient été mutualisées, socialisées, je pense aux barrages comme à l'appareil nucléaire. Aujourd'hui, sur les énergies renouvelables, nous sommes à la main des marchands de soleil, des marchands de vent, qui aujourd'hui font leur marché sur des territoires. Il appartenait à l'Assemblée nationale, et c'était à notre portée, d'organiser les pouvoirs de prise de compétences au moment même où l'eau et l'ensemble du cycle de l'eau devient enfin une compétence communautaire et une compétence partagée dans le cadre de plans territoriaux de gestion de l'eau et de SAGE, qui devrait être la norme désormais pour organiser cette sobriété et ce partage et éviter des saintes solines partout comme bombe à fragmentation sur nos territoires. Au même moment où nous organisons enfin une prise de compétences unifiée sur l'eau, nous rendons chaque commune, chaque propriétaire concurrent sur les marchés des énergies renouvelables. La socialisation du foncier en la matière, qui représentait 0,25% des 10 millions d'hectares qui vont être en mutation par la falaise démographique du monde paysan, 250 000 hectares auraient suffi à réaliser au bénéfice des communautés et de la puissance publique ces énergies renouvelables de façon planifiée et non pas de façon marchandisée comme on est en train de le faire. Donc j'ai envie de dire que pour le coup, on marche sur la tête. Enfin, dernier exemple, sur le plan agricole, et c'est le débat que j'ai quitté et que je rejoins immédiatement, on a une loi d'orientation agricole et d'installation qui prévoit d'installer, on l'a voté ensemble tous unanimement, de garder 400 000 exploitations et 500 000 exploitants, sans se donner aucun moyen de régulation du marché foncier qui aujourd'hui est à la main de toutes les dérégulations par des phénomènes que je n'ai pas le temps de décrire, phénomènes sociétaires, contournement du droit de propriété, d'usufruit, etc. Enfin, bref, on est en totale dérégulation et cette installation ou cet accaparement n'est pas tranché par la loi. Dès lors, c'est les lois du marché qui vont fonctionner. Or, nous savons, et nous sommes au cœur du sujet, que si nous n'avons pas une agriculture à taille humaine diversifiée dans les territoires, nous ne répondons pas non seulement à l'objectif de biodiversité, mais à celui de la participation des sols à la lutte contre le dérèglement climatique, parce que ces agrandissements démesurés, que nous nommons accaparements,
appauvrissent le territoire sur le plan social, écologique et économique. Pour terminer, c'est bien autour de ces nouveaux pouvoirs donnés de planification des sols et d'autre part de fiscalité que j'appelle à ce que nous faisions un bon législatif et un bon politique. Je souhaite qu'il soit fait de façon transpartisane avec ceux qui sont les plus éclairés sur ces questions. Sinon, nous ferons encore un colloque dans 10 ans pour déplorer l'inaction par rapport à des défis qui sont terrifiants. Il n'y aura pas de politique écologique qui ne soit sociale, il n'y aura pas de politique sociale et écologique qui n'ait pas une dimension spirituelle, c'est-à-dire qui nous élève au-dessus de notre condition et qui nous fasse redécouvrir sur chacun de nos territoires d'autres dimensions de l'existence. Je vous remercie. Merci Dominique Potier, député de Meurthe-et-Moselle. Merci pour cette intervention riche en informations. Est-ce que pour conclure, l'un d'entre vous souhaiterait rebondir sur ce qui a été dit par ces 3 élus, éventuellement Alexandre Monin. Peut-être très rapidement pour laisser la place peut-être à quelqu'un d'autre derrière, mais dire très vite, on a beaucoup parlé de renoncement, effectivement, on redit le terme peut choquer. Ça a été dit aussi, il ne s'agit pas de ne rien faire, on l'a mentionné à plusieurs reprises. Je pense qu'il faut arriver pour demain à associer 3 dimensions qui sont généralement pensées séparément. C'est très très bien parce que la sobriété a été mentionnée. Arriver à penser ensemble la sobriété, l'efficacité et de nécessaires renoncements liés à des questions d'adaptation ou d'atténuation. Évidemment, il n'est pas question de renoncer à développer les technologies sur lesquelles le GIEC table pour demain, parce que même si on se serre la ceinture et qu'on va vers de la sobriété, si on veut survivre, nous dit le GIEC, il faut quand même développer des technologies qui vont être plus efficaces demain, sans quoi la partie est perdue. Il faut arriver à associer les deux. Une efficacité qui est réellement efficace, elle est dans une perspective de sobriété, sinon on fait face à des effets rebonds. Et une sobriété qui fonctionne, ce n'est pas une sobriété fossile, comme le dit Philippe Gauthier, c'est une sobriété qui s'appuie aussi sur des gains d'efficacité. Donc les 2 éléments se contraignent. Et à côté de ça, effectivement, il y a des éléments alors, qui ne sont pas uniquement de la sobriété, parce qu'on peut dire qu'aller vers la sobriété, c'est opérer un certain nombre de renoncements à des choses qui ne vont pas. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, arrêter de faire des conneries. Pour moi, c'est d'une certaine manière le premier renoncement, le plus important, d'une certaine façon. Non, mais voilà. Mais il y a aussi des renoncements qui ne sont pas de l'ordre de la sobriété. Si trait de côte recule, ce n'est pas une question de sobriété. Donc les deux sont quand même différents. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des imaginaires qui sont assez séparés. Efficacité en soi, technosolutionnisme, la sobriété, décroissance, etc., etc. Puis le renoncement, c'est encore autre chose. Avoir des imaginaires autour de ça, c'est encore plus difficile. Or, on a besoin de ces 3 dimensions et de penser leur cohabitation. Sinon, on ne s'en sortira pas. Un mot, Marc-André Sellos. Peut-être si je peux parler ici avec ma casquette de président de la Fédération Biogé, qui regroupe le muséum, les académies comme celle de médecine ou des sciences, mais aussi tout un tas de sociétés scientifiques, d'associations citoyennes ou d'associations et de fondations d'entreprises. À Biogé, nous essayons de porter ce message qu'on ne peut pas imposer aux gens des solutions dont ils n'ont pas le sentiment qu'elles correspondent à quelque chose qu'ils peuvent comprendre et à des imaginaires désirables. Et donc je vous exhorte, dans la complexité que l'on dit et dans l'élévation que l'on attend, pour reprendre les mots de M. Potier, je vous exhorte à ne pas oublier l'éducation et à vous rappeler que si la population a massivement souscrit et continue massivement à souscrire à des modèles qui détruisent son avenir et potentiellement la vie de leurs enfants, c'est parce qu'il manque cette vision systémique du vivant, il manque cette conception de ce qu'est le savoir-vivre, au sens de savoir-vivre avec les autres vivants, et il manque cette conception de l'environnement où les solutions qu'on peut proposer ont du sens. Il ne s'agit pas de bourrer le mou de nos enfants avec les solutions que l'on pense, il s'agit de les rendre capables de discuter les différents scénarios et d'être authentiquement capables d'une activité démocratique, car je vous rappelle que la démocratie, ce n'est pas seulement de pouvoir choisir, c'est de savoir ce que l'on choisit et les conséquences que ça a. Et en matière d'environnement, malheureusement, c'est ce que beaucoup de nos concitoyens ne sont pas en mesure de faire. On ne peut pas le leur reprocher, ils sont ce qu'ils ont été faits par leur éducation. Et c'est ça que, pour demain, il faut absolument éviter. Merci. L'éducation, l'information. Merci beaucoup Marc-André Sellos vous avez conclu cette 2e table ronde de la journée.